C'est facile de pointer du doigt les jeunes et de dire ah les jeunes d'aujourd'hui je veux plus travailler et tout. Mais il faut aussi peut-être remettre les choses dans leur contexte. Il y a moins en moins d'opportunités pour travailler, pour faire sa vie. Il n'y a rien qui est gratuit. Il a بغيتي تتعلم شي حاجة ودير الفلوس tu vas devoir payer واحد le prix إما من الوقت إما من الفلوس إما بزاف ديال الحوايج. C'est pas parce que tu le payes pas في البداية que tu vas jamais le payer. Tu pourras jamais avoir l'expérience de la chose sans la vivre. Hetman Sfsafi est suivi par des centaines de milliers de Marocains sur les réseaux sociaux. C'est un exemple pour les jeunes par son parcours exceptionnel. Et on ne peut le mettre dans aucune case, aucune étiquette. Diplômé de l'école normale, il a fait une thèse en mathématiques, il a monté une start-up, puis a rejoint un fonds d'investissement. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours et partage ses conseils pour les jeunes Marocains. أي حاجة ذاتية من صناعة المحتوى، الفينانس، المات، et tu peux compete في هذيك الحاجة اللي عاجبك. Tu n'es pas obligé أنك تتبع le truc اللي قالوا لك الناس أنه il a de l'intérêt. L'être humain, il n'a jamais rien créé de nouveau. On prend ce qu'il y a avant et on fait des nouvelles choses, on teste et on regarde ce qui marche. Je sais pas ce qu'on attend de l'IA pour dire qu'elle réfléchit ou qu'elle réfléchit pas. Peut-être que je me trompe et on va se moquer de moi dans 10 ans, mais actuellement c'est ce que je vois, tu vois. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Hetman Sfsafi, bienvenue. شكرا. Bienvenue sur Next Wave. Première chose اللي يمكن نبداو بها sur ta chaîne YouTube, il y a une phrase qui est écrite, كتبتي in a mission to plant good seeds, en mission pour planter de bonnes graines. Qu'est-ce que tu veux dire par là? زعما c'est peut-être شوية un peu prétentieux مني, ou je le conçois, mais بالنسبة لي la chose la plus gratifiante, الحاجة اللي peut-être كتفضحني le plus هي انه يعني النظره ديالي للحياه والاشياء اللي كتبان لي مزيانه نشاركها مع الناس اي اوسي نقنعهم با سولمون نشاركها فريمون نقنعهم بانه بانه هاد الحاجه بيتيتر il faut la faire comme ça, هاد الحاجه il faut la faire comme ça, et c'est pas prétentieux زعما ماشي حيت كنظن بانه عندي الحقيقه المطلقه ولا ما حيت كنظن بانه في هاد المحاوله هذه حتى انا كانسان يمكن لي انني نتطور. الى كنت زعما انديفيرون لكل شيء ما عمرها ما غادي يتبدلوا الاراء ديالي. باغ كونطخ الا حاولت نشارك الافكار ديالي واحد النهار شي واحد اقتنع بها، واحد النهار شي واحد صحها ليا، سي كوم سا كون ايفولو. وبالنسبه ليا الواحد الا بغى يدير شي حاجه مزيانه خصو يديرها في المحيط ديالو القريب. دونك هادشي علاش كندير كونتوني بالعربيه. كنظن بانه دونك الا كل واحد شطب غير شويه قدام دارو، كل واحد نشاط غير شويه ديال اون فادير الحوايج لي بوزيتيف في المحيط ديالو القريب، سافا سيتوندر. ما محتاجش انك تبدل العالم كامل ولا هذا. الا غير خليتي واحد لو ميساج مزيان ل10 ديال الناس، هذوك الناس ممكن من بعد يدوه الناس واحد اخرين وتبقى غادا. Donc voilà, c'est un peu prétentieux, mais là c'est pas prétentieux, mais c'est pour partager. Ce que tu dis aussi, c'est que كدير une vidéo là, quand tu partages quelque chose, انت كتعلم. واش بعض المرات كيكون ان سوجي باغي تتعلم عليه، كتقول هندير ان كونتوني عليه et ça te force باش تقرا عليه، باش aussi pour structurer ta réflexion et y réfléchir. جو بونس بانه الاغلبيه ديال الوقت اغلبيه ديال الوقت يكون عندي مثلا شي فكره اللي عارف لا باز ديالها و qui me semble intéressante, et donc en plus après je la creuse, et parfois بعد المرات quand tu la creuses soit que tu te rends compte qu'elle est pas aussi intéressante que ça. C'est rare, mais le plus souvent tu te rends compte qu'en fait c'est كاين واحد rabbit hole ديال الحوايج اللي خاصك تدخل فيهم هذا. donc tu découvres هذيك الفكره au fur et à mesure. donc effectivement la plupart des trucs à part quelques vidéos اللي par exemple المغالطات المنطقيه ولا des trucs un peu basiques اللي كنت دات هذيك اللي j'avais vraiment l'idée globale, mais en général c'est plus كتكون عندي واحد l'idée de base, je la creuse et en même temps انا كنتعلم عليها, en même temps je crée le contenu اللي كنت باغي ندير عليها. كاينه une réflexion ولا une vidéo اللي حطيتي هاد لي dernières années اللي كلشي كيهضر لك عليها، وحده en particulier؟ كاينه وحده على the illusion of freedom، non je pense يهضروا عليها الناس بزاف. واش هذه هي la réflexion la plus partagée ولا discutée ولا وحده اخرى؟ الصراحه ما كايناش. جو بونس با واش كاينه زعما فريمون فيديو وحده اللي تنشرات بزاف. اي زعما من
جو بونس بالنسبه للناس لي تروك اللي عجبوهم لو بلوس سيتي بلوس لي فلوغ، وانني ما درتش بزاف. دونك درت واحد الفلوغ مؤخرا، سيتي ما ديرنيير فيديو. وكنت درت واحد الفلوغ ملي كنت مازال صغير على لي زولمبياد وهادو، هذاك فريمون صافي توشي بزاف ديال الدراري اللي كانوا كيقراو في الليسي تو، حيت ما كانوش كاع عارفين بانه كاين هاد لو تروك ديال لي زولمبياد. اي زون ديكوفير سا، دونك فريمون لحد الان مازال بزاف ديال الناس كيسولوني بغيت ندير لي زولمبياد وهذا. Après, par rapport زعما peut-être pas la vidéo, mais la façon de voir les choses en général اللي كنروج عليها، كاين le stoïcisme comme on va dire comme courant de pensée اللي كنت هضرت عليه بزاف لا في لي فيديو لا في لي ستريم. واللي كنظن بزاف ديال الدايز ont peut-être été un peu influencés بالطريقه ديال التفكير وديال رؤيه الاشياء، مع انه encore une fois ça reste في واحد النطاق صغير اللي هو النطاق ديال لانيش والناس اللي كيتبعوني، ماشي une révolution on va dire mondiale. mais بالنسبه للناس اللي كيتبعوني كنظن انه سي ان تروك اللي qui les avait touchés صراحه. هاد لو سوجي ديال لو ستويسيزم بحال là c'est devenu un petit peu de la philosophie à la mode. D'abord, on entend beaucoup parler de stoïcisme et malheureusement parfois on garde que de Gist, on garde que une phrase. Comment ça t'a impacté le stoïcisme dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Bah, en fait, donc انا زعما peut-être on pourra en parler من بعد, mais كنت دزت واحد la période اللي qui était un peu difficile et même très difficile, où genre il y avait plusieurs problèmes en même temps. C'est when it rains it pours كي كيقولوا. donc توقع شي حاجه كيوقع بزاف د الحوايج في نفس الوقت. et et en fait c'est forcément les moments difficiles où tu te remets en question, où tu essaies de comprendre un peu العالم اللي داير بيك, où tu essaies de comprendre انت كيفاش غتعامل مع هذيك الاشياء. et c'est vraiment là où moi j'avais une idée un peu du truc avant, mais c'est vraiment là اللي بديت كنقرا plus profondément على les idées, les différents philosophes, Épictète, Marc Aurèle وواحد اخرين. et صراحه متفق معاك انه it's un peu like self help bullshit من ناحيه بزاف بارابول بزاف ديال الناس. مي كيما تنقول il faut aussi في اي حاجه prendre le bon, زعما enlever le mauvais ou prendre le bon. c'est pas forcément que غير تخربيق. et il y a une raison علاش هاد la philosophie elle a existé depuis des siècles. et donc l'idée بالنسبه لي c'est vraiment de prendre ça comme une façon باش انك تواجه les problèmes ديالك. et je pense que personnellement ça m'a aidé, je l'ai partagé مع الناس اخرين. Ah, bien sûr. شي حاجه اللي بقات depuis l'antiquité حتى لدابا, ça veut dire que فيها شي حاجه. و je pense souvent مثلا ممكن لك تقرا واحد الكتاب une première fois وما تفهموش, ومن بعد تعيش شي حاجه وتعاود تقراه وعاد تفهم, وعاد تفهم شنو بغاو يقولوا, تفهم comment tu peux l'appliquer, etc. Ça c'est très très courant. Ok, il رجعنا من الاول. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent te connaissent parce que هضرنا على هادشي au début, tu crées du contenu sur plein de sujets différents, on va y revenir. Tu es aussi un doctorant en mathématiques, tu travailles en finance, tu fais plein de choses par ailleurs. ولكن إلا رجعنا من الأول, est-ce que je peux te laisser te présenter, توصل لينا كيفاش كبرتي, dans quel contexte, et voilà, nous présenter un petit peu qui tu es. ok. ما سميتي اعتماد صافي, شاب مغربي. كبرت في كازا, شويه في مكناس, مي برينسيبالمون في كازا صراحه. قعيت في ليسي بوبليك ديال ام 5, من العائله اون فادير كلاس موين. ما غاديش نقول لك هذا ديال كنا ما عندناش الفلوس وهذا, الحمد لله اون ايتي بيان, اون ايتي دون لا موين, ما كان خاصني حتى خير الحمد لله. ابري من بعد الليسي مشيت درت لي كلاس بريبا فالسا في الليسي لوي لو غران. ابري لي كلاس بريبا درت ليكول نورمال في باري. ابري ليكول نورمال كنت درت اون تيز في المات et plein d'autres choses. donc درت اون تيز, درت واحد لا ستارت اب, et دابا après tout ça جات كنخدم في الفينانس. à part le parcours professionnel, زعما كشخص كنت كندير صناعة المحتوى بالعربية منذ je pense depuis 2016-2017. et دزت بزاف ديال لي بيريود اللي انت كتكبر, وحتى فورسيمون النوع ديال المحتوى اللي كدير كيكبر, ولي سوجي كي تانتيريس كيتبدلوا.
اي دونك في الاول كاع بديت في يوتيوب شويه في فيسبوك حيت هما اللي كانوا ديك الوقيته. اي دابا كندير بلوتو بزاف انستغرام اي شويه مازال كندير في يوتيوب اوسي. وكيفاش وصلتي لا بريبا ايتترا؟ واش ديما tu avais هاد لو غو بور لي ماتيماتيك من الصغر ولا كيفاش دخلتي لهاد هاد الدومين؟ صراحه بالنسبه للمات سي ان بو زعما باغ ان اورو هازار ولا باغ سيرونديبيتي كيقولوا. سي جوست واحد كنت في واحد لونفيرونمون اللي كانوا شي داير انتريسين بليزولمبياد. انا عزيز عليا اللعب وكنت كنلعب لي جو فيديو دوبي تري لونطون اي جاني داكشي شويه بحال اللعب دونك جو مي سو انتريسي دوكو شاركت في ليزولمبياد. كنت وصلت للصعيد ديال المغرب ابري جي با ايتي بري في ليكيب فينال سا مافي ان بو اتريستي صراحه. زعما سي اول مره اللي كتحس فريمون انك خدمتي على شي حاجه وفشلتي فيها. اي مي دوكو خلات فيا ديك الرغبه باش انني نبقى ندير المات وهذا دونك جيتي اسي سوران في الاختيار ديالي ديال انني غادي ندير البريبا وغندير المات وكنت باغي ندير لا ريشيرش في المات. اي دونك بوندون دي زاني كان هذا فريمون الباركور ديالي اللي باغي ندير الحاجه اللي باغي ندير من بعد. Quand je regarde le contenu que tu partages et quand tu racontes un petit peu كيفاش مشيتي لا بريبا لي مات etc. j'ai l'impression que je sais pas si c'est toujours le cas ولكن كانت عندك واحد l'esprit de compétition très fort, une envie d'être parmi les meilleurs ou d'être le meilleur في les maths, في la prépa etc. واش c'est un driver que tu as depuis toujours, que tu as jusqu'à aujourd'hui? D'où ça vient هاد le drive ديال la compétition? وي جو بونس كو انا ديما زعما كنت هكا لا في المات لا في الحياه لا دابا نيت في الفينانس. دايوغ كنخدم في ان دومين كي تري كومبيتيتيف اي صراحه جو سي با سي با مال سان يعني ماشي الهدف ديالي هو انني نكون احسن من الناس الاخرين ولا هذا. سي بلوس بارابور زعما لو كوتي بيرسونيل اللي ما كان جيم با بيردر. جو سوي تري موفي بيردون مي من الناحيه ديال انه تنبقى فريمون مفكر في الحاجه ميم سور دي جو ديبيل الا كنا كنلعبوا مع الدراري صحابي ولا هذا ولا ماتش ديال كوا فريمون جو مي دون توجور ا فون في الحاجه اللي كندير. اي سي كوم سا زعما اللي كنت ملي كنت صغير. دونك effectivement c'est le cas et je pense qu'il y a un côté comme ça يعني في لو شوا ديال لا بريبا حيت تقدر دير المات من لافاك وهذا مي ما كاينش هذاك لو كوتي L'esprit de compétition. كومبيتيسيون اكزاكتومون. Et comment tu sors de l'esprit de compétition? Parce que le problème de l'esprit de compétition, c'est que ça va t'emmener dans un chemin qui n'est pas forcément le tien. Parce que tu vas compéter jusqu'à diverger vers peut-être un chemin où tu vas plus suivre la compétition que toi ce qu'il y a en toi. كيفاش انت كدير هاد la différence pour allier à la fois ton esprit de compétition et faire tes choix, aller dans la direction que toi tu veux et faire ce que tu aimes? صراحه سي فري جو بونس كو سورتو ملي كتبقى تسمع للناس دونك مثلا وي خصك دير سيونس مات حيت سي لا فوا رويال خصك دير بريبا حيت سي لا فوا رويال. ملي كنا في لو ان اس كانوا يقولوا لنا عندكم تمشيو ديروا autre chose que la recherche. La recherche, c'est vraiment le truc Noble. qui est noble et c'est, vous êtes littéralement, quand tu dis, vous êtes trop fort pour faire autre chose que de la recherche. Voilà, c'est un peu des idées, moi, avec le recul, où tu te rends compte ça, que c'est un peu stupide. Il y a vraiment des gens brillants في كاع les domaines. يعني اي حاجه دخلتي لها غتلقى الناس تبارك الله واعرين وغتلقى فيها دو لا كومبيتيسيون ويمكن لك اي سي سا ان فيت لا ريبونس بالنسبه لي انا شخصيا سي كو ان فيت اي حاجه درتيها من صناعه المحتوى الفينانس المات حتى الا كنتي جو سي با فنان كتعصم ولا كتغني ولا هذا كاينه واحد لا كومبوزونت ديال لا كومبيتيسيون اللي فيها و il faut se surpasser il faut atteindre واحد لي ليميت et tu peux compete في هذيك الحاجه اللي عاجبك. tu n'es pas obligé انك تتبع vraiment le truc اللي قالوا لك الناس انه il a de l'intérêt et le monde زعما est assez vaste pour en même temps pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et en même temps pouvoir progresser في la vie. Comment tu as choisi la voie de la prépa et surtout شنو تعلمتي pendant la prépa? Bah, en fait la prépa c'est زعما صراحه ça s'est un peu imposé tout seul حيت في ديك الوقيته ملي كنت انا كندفع j'ai eu le lycée Louis le Grand avec l'internat et
en fait, ils prennent vraiment pas beaucoup de personnes. Et ça aurait été un peu vraiment stupide de pas y aller. في هذيك الوقيته, et c'est encore le cas, mais c'était encore plus le cas avant, c'était vraiment la meilleure prépa fans Ouais, non, non, mais de pour les gens loin. qui nous écoutent, voilà, Louis le Grand, c'est très, 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 très difficile à avoir. D'ailleurs, quand tu fais lycée Mohamed V, tu vois, peut-être le seul qui a eu Louis le Grand, mec. Je pense que non, Quasiment. ouais, non, j'étais le seul, je pense. Donc, من المغرب j'étais le seul, peut-être كان شي واحد من le lycée français, mais c'est un ouais. peu différent. Le lycée français, c'est plus un peu, mais c'est un peu plus simple, mais c'est juste, ils sont plus comptés comme des Français, tu vois, que Ah, comme c'est plus des facile. étrangers. Ah, oui, oui, c'est plus facile de Ah, rentrer. mais en tant Et donc, ouais. Louis le Grand, première prépa en France, et ENS, École normale supérieure, c'est moins connu que Polytechnique, je pense. Voilà, pour les Mm, gens qui nous écoutent, c'est plus difficile à avoir que Polytechnique. C'est sur le même concours, mm. mais c'est plus difficile à avoir. Donc, tu es humble, je pense que c'est important de le dire. Donc, ouais. Donc, Sadaha, c'était comme ça. Donc, du coup, c'était vraiment euh, comme ça. انا اصلا كان قال لي زعما الوالد ديالي بابا كان قال لي de toute façon الا كنتي غتجيب شي بريبا على قد الحال وغادي تمشي وغتبعد على داركم وغادي خصنا نخلصوا عليك بزاف ديال الفلوس وهذا باش انك تمشي دير شي بريبا اللي ماشي بريبا واعره غتجلس هنا دونك دونك منين جبت لوي لو غران سيتي فريمون ان ارغومون تري فور انا كنت باغي نمشي كنت باغي نخرج على برا كنت باغي نخرج من الدار j'avais vraiment envie de me construire vraiment, en tant que personne et de m'éloigner de le cocon familial. واخا c'était assez tôt يلاه كملت 18 عام وهذا mais صافي قلت خصني نمشي. Donc c'était comme ça et la première année c'était vraiment très difficile. ماشي من ناحية القراية c'était difficile mais ça allait surtout من ناحية ديال l'isolation, parce que c'est un monde اللي ما كتعرف فيه حتى واحد et كانت la double peine ديال en même temps, tu es dans un nouveau pays et en même temps tu es avec une nouvelle classe sociale parce que اللي ما كيعرفوش الناس peut-être هو انه forcément ملي كتمشي لشي بلاصه اللي يعني très élitiste غتلقى الاغلبيه ديال الناس اللي تما هما ناس اللي والديهم عندهم بزاف الفلوس et ils leur ont donné tous les moyens باش انهم يكونوا تما. Donc كتدخل il y avait des personnes, quelques personnes comme moi زعما اللي عاديين, mais il y avait beaucoup de personnes اللي جايين من des classes très aisées. في العام اللي قبل مني je racontais un peu في العام اللي موراي il y avait le fils ديال Bernard Arnault. Donc et في l'année ديالي il y avait des fils de PDG يعني. Donc c'est assez difficile de se faire des amis مع هاد الناس هادو, pas parce qu'ils sont méchants mais juste parce que c'est deux mondes totalement C'est différents, c'est tellement limite comme loin si on que. parlait pas la même langue, tu vois. Donc ça, t'arrives من المغرب, tu connais personne, en plus t'as du mal à te faire des amis. ماشي prépa اللي فيها بزاف د المغاربه, il y avait certaines prépa اللي فيهم بزاف د المغاربه, donc déjà ils se retrouvent entre eux كيلقاو واحد la familiarité. ما كانوش بزاف د المغاربه, donc vraiment la première année c'était très difficile. Après la deuxième année ça allait un peu mieux, je me suis un peu adapté, mais vraiment le moment où je me disais peut-être نقدر نرجع c'était la première année. هذيك الساعات جو بونس سان لوي لو بارك كانوا بزاف د المغاربه ولكن لوي لو غران ما كانوش بزاف. Ouais, mais كانت surtout je pense Descartes كانت كتاخد vraiment بزاف ديال المغاربه. كانت واحد لا بريبا في اورليون. En fait il y a quelques prépas اللي كانوا vraiment كياخدوا المغاربه بزاف. دابا ولات لوي لو كتاخد بلوس دو مغاربه, je pense كتاخد 6 7 في العام, c'est déjà pas mal, mais avant ما كانوش كاع كياخدوا donc انا جو باسي par la prépa وبزاف د الناس enfin بزاف د الناس quelques personnes كيسولوني est-ce que tu me conseilles de faire prépa واش نمشي واش نديرها etc. Et toi tu as beaucoup cette question aussi حيت كتهضر على هاد les sujets, tu parles de ton ouais, parcours, tout le temps. كتنصح شويه aussi sur القرايه sur les différents Hmm. métiers etc. شنو كتجاوبهم en général parce que c'est une question que je trouve très difficile حيت كاين اللي كيقول لك pourquoi je vais passer par la prépa, je peux directement aller des écoles d'ingénieur post-bac, كاين الا كنت باغي نكون software engineer je peux directement نتعلم software engineering. Exactement, ouais. شنو كتجاوبهم؟ Ouais, bah, انا صراحه ما زعما ما تنقولش كنحاول en tout cas ما نقولش دير هادي ولا دير هادي, je dis juste ها les avantages, ها les inconvénients, voilà à quoi il faut s'attendre. Et principalement c'est il faut s'attendre زعما le fait انه c'est plus difficile, que le côté compétitif, tout le monde n'est pas forcément préparé à ça. حيت انا je trouve que en général يعني في الحياه on est protégé من tout ce qui est défaite. ملي كتكون صغير ديما كتقدر تلقى شي سبه pour ne pas faire face le fait انك فشلتي في شي حاجه. Et
en prépa, c'est vraiment assez difficile de faire ça. تقدر toujours تقول لا كنت معيط كنت هادي كنت هادي mais en général c'est assez clair que surtout في les prépas scientifiques ما يمكنش حتى تقول شد معايا الضد ولا ما فهمش mon sujet de rédaction là c'est des maths c'est soit vrai soit c'est pas vrai et donc si tu y arrives pas tu y arrives pas et ça te met face à tes limites ça te met face à tes lacunes et ça sincèrement soit la personne, elle prend ça comme un point positif pour progresser, que du coup, ok, عندي هادي. C'était un peu mon cas, عندي هادي ناقص فيها, عندي هادي, par exemple, c'était physique, عندي شوية physique ناقص فيها, خصني نخدم عليه plus وهذا. Soit la personne, elle a du mal, l'ego ديالها a du mal à accepter la vérité et du coup, ça crée واحد le burn-out ou واحد le breakdown. Donc, j'essaie un peu d'expliquer juste, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Et l'upside, c'est si tu as des très bonnes écoles, ça peut vraiment t'ouvrir bzaf ديال les voies. Et par contre, si tu fais pas ça, bah, tu peux faire exactement la même chose qui m'active des écoles d'ingénieurs, parfois avec prépa intégrée ou des facs ou la hada. Et c'est pas moins, ça fait pas de toi une personne moins intéressante. ما كتنقصش من la valeur ديالك en tant que personne. Ça change pas grand chose ta personne, mais ça sera une expérience différente que je n'aurai dit de stimuler le prépa. Et est-ce que tu penses que ça a structuré ta manière de réfléchir, le fait d'aller profondément faire les sujets théoriques, les maths, la physique, etc. Ça t'a donné des outils ou là, des structures de pensée qui t'aident jusqu'à aujourd'hui? Ouais, moi c'était plus ça à la thèse où ça m'a vraiment aidé à structurer la pensée et tout. La prépa, je pense, le grand truc, c'est apprendre à travailler. Et en fait, savoir quelles sont la limite de combien on peut travailler par jour. يعني, tant que ما كنتيش زعما nos limites elles sont faites par notre environnement. Donc الا كنتي في واحد البلاصه اللي كلشي تيخدم 5 سوايع في النهار غتجيك بانك الا خدمتي 6 سوايع راك درتي شي حاجه خارقه للعاده. غتجيك انك الا قعيتي طون ديال لي ليفر مثلا الا كنتي في واحد في شي واحد pour nous éloigner un peu كاع شي واحد مثلا في شي عائله اللي ما كيقراوش بزاف غيجي انه الا قرا ان ليفر بار موا هذا ان اكسبلوا باسكو في لونفيرونمون ديالو هادشي اللي كيشوف اي دوكو فورسيمون ملي كتحط في واحد لونفيرونمون اللي فيه كلشي كيخدم ça change ton rapport للخدمه et ça t'ouvre يعني واحد le champ de vision على شحال يمكن ليا نعطي وفين يمكن ليا نوصل الا عطيت. Et je pense que c'était vraiment ça le grand point positif de le prépa. Et il y a aussi, comme tu disais, le fait d'être entouré de gens brillants, intelligents, etc. Mais c'est aussi une question d'environnement. Ça augmente chouïa ta moyenne et ce qui est possible. Donc, exactement. Ça aide aussi l'humilité, Sarah. On a un peu l'impression d'être un grand poisson dans un petit bocal et après tu arrives dans un grand bocal ou dans l'océan où il y a des personnes beaucoup plus brillantes que toi et tout. Et ça permet de remettre les choses au clair qu'il y a plein de gens qui ont fait plus que toi, qui sont plus intelligents, plus brillants et tout. Et si tu ne travailles pas, tu peux pas juste te reposer sur le fait que tu sais calculer un peu plus rapidement que les autres. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes que je connais qui sortent de prépa, c'est pareil. Et tout le chef chez واحد معاهم en prépa qui est tellement plus fort que même que تتكبر من بعد كتقول انا j'ai vu les gens vraiment très très forts. Donc ça te OK, donc tu rentres à l'ENS Ulm, donc l'école normale supérieure, et tu te diriges vers la recherche. Donc déjà, l'ENS, ça doit être une expérience assez spéciale parce que c'est des toutes petites promos. Et vraiment du top niveau parce que c'est les meilleurs en sciences français. Naturellement, مشيتي la recherche ou là c'était prévu? Comment ça s'est passé? Non, ça, j'avais prévu un dire la recherche, mais le prépa. Et en plus, l'ENS, c'est une école de recherche. Donc, quand tu vas dire la recherche, j'aurais probablement fait Polytechnique, principalement pour le réseau. En gros, c'était un peu ça. D'abord, c'est un peu moins le cas, mais avant, c'était vraiment de la recherche qui chez l'ENS. C'était difficile le choix entre l'ENS et l'X ou là, naturellement C'était juste difficile de convaincre la famille Sadaha parce qu'ils connaissaient l'X, ils connaissaient pas l'ENS. Et
ouais, surtout mon père, vraiment, il savait dire que c'était un truc incroyable et tout. Donc, mais tout le monde, ça m'a vraiment, tout le monde a respecté mon choix. Il n'y a jamais eu on va dire, de confrontation. Là, c'est juste, il fallait expliquer et tout. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose. Moi, souvent, en fait, les parents, ils veulent juste que tu réussisses et du coup, ils essaient d'éviter les choix qui ont moins de chances de réussite. Donc, ils essaient de t'orienter vers des choix plus sûrs. Et forcément, en polytechnique, c'est plus sûr. Mais Salah, c'était juste ça. Mais pour moi, je savais déjà, j'avais déjà fait mon classement. En général, quand tu es en prépa, tu fais un classement des écoles. Si j'ai ça, je prends ça. Si j'ai ça, je prends ça. En tout cas, c'était mon cas. Si j'ai Et, rien de ça, je fais 5 demi. mais je pense, ah ouais, et même dans l'environnement dans lequel tu étais à Louis-le-Grand, en général, les meilleurs, ils allaient à l'ENS. Ouais, ouais, c'est ouais. Est-ce qu'il y a des C'est cultures quand même en fonction des prépas? ouais, Kainin, ouais, c'est vrai. Ouais, Ok. et, euh, et donc voilà. Donc Mchit, le NS, effectivement, c'est un autre monde. Et ça a venu, j'ai pas travaillé autant que prépa, même si la majorité Ouais, dû, parce que c'était tout aussi difficile, mais ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres choses. Le système de NS, c'est assez spécial parce que, je pense que j'avais déjà dit ça, mais en gros, c'est quand tu rentres, même si tu rentres en maths, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rentrer en maths, étudier la philo, tu peux rentrer en maths. Tu peux faire n'importe quelle filière, prendre n'importe quel cours. المهم هو انك تفاليدي داكشي ديالك à la fin de l'année. Et donc du coup, même si je faisais maths et info, j'ai fait énormément de clubs, de cours, de trucs qui avaient rien à voir avec les maths, qui étaient juste d'intérêt personnel. Et je pense que ça m'a permis de compléter un peu ma personnalité. Mais quand j'étais avec le gars qui fait des maths, des maths, des maths toute la journée, ça c'était important aussi, ça là. شنو درتي en dehors des cours ou des maths? En dehors des cours, bah, déjà j'étais dans l'équipe de débat de l'école et on a gagné des prix, on a débattu devant même la ministre de la Culture et tout. On était assez bon. Euh, après j'ai fait des cours, j'ai fait un cours d'histoire du cinéma, histoire du monde arabe. J'étais dans le club de jeux de société, forcément, je suis geek quoi. Je fais quoi d'autre? J'étais dans le club de danse rock de l'école. Donc j'ai fait pas mal de trucs, ça va. En plus du sport, quand tu m'as le club de quoi. Donc du coup forcément on n'a pas les meilleures notes. Ouais. Mais ça va, زعما, je m'assurais au moins de valider tous mes trucs. وبقيتي في الفيل ديال لي مات واخا كان يمكن لك تختار تمشي للفيلو شي حاجه انت بقيتي في Ouais, لي مات ياك ouais, بقيت في les maths, حيت كانت صراحة, الفكره ديال لا ريشيرش من de بعد la دونك recherche, ouais, c'était un peu le but. Mm, اوكي exactement. مي قلتي خصني نمشي لا ريشيرش قلتي هنبقى في لي مات ومشيتي اون تيز درتي دي ماستر Mm. ومشيتي اون تيز سي كوا لو سوجي اللي كان ديال لا تيز ديالك كيفاش اختاريتيه سيتي ستاتستيك اي probabilité ياك Mhm. ولكن comment tu as choisi ton sujet? Bah, là, je pense que c'est le moment où, en fait, encore une fois, c'est حيت تعلمت أنني نكون عندي du recul par rapport à mes choix. Je pense que c'était un peu une erreur. Pas forcément une grosse erreur, mais quand même une petite erreur. حيت, en gros, j'ai choisi le sujet parce que ça me semblait intéressant de loin. Déjà, quand tu fais une thèse, وحتى ملي كتكون غدير مثلا شي ماستر, tu sais pas exactement شنو غتقرا, parce que si tu savais ما غتحتاجش ديرها. Donc tu as une idée pas claire de ce que c'est. Et donc, tu as envie de faire ça. Donc, moi, c'était les graphes aléatoires. C'est un truc qui me semblait cool. C'était un mélange entre la combinatoire ou les probas. C'est un truc assez théorique. Et en fait, le master d'IALI, il y a un prof qui enseignait ça et qui était chercheur dans ce domaine. Et du coup, moi, quand j'ai cherché, en général, Fluenest, c'était un tuteur qui est aussi un chercheur ou un prof. Et tu lui dis un peu, il essaie un peu de t'aider pour t'orienter là-dedans. Et donc, quand je lui ai dit ça, il m'a orienté vers cette personne et il m'a dit, la thèse. Et j'ai fait un petit stage avec elle avant et après, petite à la thèse. Donc c'était un peu comme ça. Euh, Les et je graphes, dis que c'est. c'est ce qui fait la Ouais, relation مثلا, entre des sujets ou là dans des sociétés, dans des villes. exactement. C'est Ouais, ça, c'est les relations entre différents dans un système. ouais par définition, c'est juste des points et des traits qui relient les points qui montrent des relations. Donc les points, ça peut être des personnes, ça peut être des molécules, ça peut être des comptes Facebook, ou ça peut être plein de trucs. Et après, on met des lois de probabilité sur la façon dont elles vont être connectées à donc les points et on essaie de trouver des
propriété globale ديال هذا le graphe. Et فيسبوك خدموا بزاف على لي سوشيال جرافس ياك au début ديال exactement, فيسبوك. ouais. Donc D'abord, ils sont passés de Facebook, social graph à maximiser le watch time. Mais en tout cas, au début, quand c'était vraiment des relations avec les amis sur Facebook et qu'il fallait de proche en proche réussir à convertir les gens pour qu'ils amènent leurs amis, etc., là, c'était utilisé. exactement. Et, d'ailleurs, peut-être une histoire un peu annexe, mais il y a un gars qui travaillait chez Facebook, il s'appelle Shamat Paritipi, moi j'arrive jamais à dire son nom, mais il a un Ouais. podcast aussi, Diel de All In. podcast, Ouais. et il est milliardaire, et genre la seule bonne idée qu'il a eue de sa, bon pas de sa vie, mais j'aime pas trop le mec, mais bon, la seule bonne idée qui a fait qu'il est devenu milliardaire, c'est que chez Facebook, il s'est rendu compte d'un truc, c'est que dans le graphe justement des connexions de Facebook, à partir du moment où tu avais 4 amis qui étaient dans Facebook, tu restais sur Facebook. Et donc c'était leur métrique de faire en sorte que chaque point il soit connecté au moins à 4 personnes au début. Et, donc à partir de ça, le fait qu'ils soient des premiers investisseurs, les premiers de Facebook, ça a aidé beaucoup, mais il a quand même contribué. Facebook, c'était un peu sa seule contribution. Qu'est-ce que tu penses de son podcast All In? Je sais pas pourquoi j'arrive pas à regarder le podcast. J'ai du mal. Intuitivement, mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Alors, je regardais beaucoup et j'ai arrêté, principalement parce que les mecs sont un peu trop de droite pour moi, et aussi parce que quand il y a eu le truc avec la Palestine et tout, ils ont été vraiment de très mauvaise foi. Et Anna, personnellement, il y avait pas mal de personnes que je respectais, et juste à cause du problème de la Palestine, j'ai arrêté de respecter, notamment Dawkins. J'ai un livre de lui derrière moi, et notamment d'autres personnes. Il y a des gens pour qui ça a été le contraire? Oui. Il y a certaines, pas forcément le contraire, mais des gens que je respectais, que je respecte encore plus. Donc une personne, par exemple, en particulier, c'est Paul Graham. C'est un des fondateurs du YC Combinator. C'est un des meilleurs investisseurs au monde. Mais c'est aussi une des rares personnes qui fait le Silicon Valley. Il a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'argent en jeu, hyper exposé, et qui parle tout le temps de ça. Il a trop de Twitter qui est partagé. Nassim Taleb, Nassim Taleb, c'est un peu plus facile, on va dire, parce que bon, enfin, il est d'origine libanaise, donc il est plus proche culturellement. Le Levant et tout. Exactement. Donc, mais oui, il y a des gens comme ça. Il y a plein d'acteurs aussi. Et après, il y a des gens aussi, notamment. Mais au Lim Podcast, il y a une personne fille que j'aime quand même, c'est David Friedberg. Parce qu'il a plus un esprit scientifique. Il a un esprit d'analyse qui est très très intéressant. C'est un peu dommage qu'il soit avec les 3 autres, mais bon. Je suis d'accord. Donc, on a pris la tangente sur les social graphs d'Etnel Facebook, ولكن باش نرجعوا la recherche, tu disais donc كيفاش دخلتي لهذا le sujet. Et moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu la démarche de la recherche scientifique. Parce qu'on parle de recherche. ولكن l'image de loin d'un chercheur, c'est quelqu'un qui s'intéresse à un sujet, qui il veut comprendre des choses. ولكن je pense que le plus intéressant dans la recherche scientifique, c'est la démarche. Parce que ça, tu peux l'appliquer à plein de choses. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tu l'appliques en finance, dans ce que tu fais, ou là, dans tout ce que tu fais dans la vie. C'est quoi la démarche d'un chercheur? En gros, tu as un problème ou là, une problématique, et en général, ça se fait sur un temps long. Donc, tu vas passer beaucoup de temps à réfléchir à ça, et il faut s'attendre à ce que tu passes beaucoup de temps à réfléchir. Et en gros, après, c'est juste une question de lire pas mal, essayer de trouver le point de... En fait, c'est comme les puzzles. Les puzzles, les kitschbao, où le puzzle, il a l'air simple. Et par exemple, il faut juste ouvrir le truc et tu le tournes dans tous les sens. Tu essaies de trouver l'endroit, la séquence exacte qu'il faut faire pour qu'il s'ouvre. C'est exactement ça. Et en fait, c'est pas le fait d'écrire un article, de faire des équations compliquées. Souvent, c'est juste une question de quelques idées qui font la séquence exacte qui fait que le truc marche à la fin. Et ces idées-là, il faut les trouver en allant parler avec des gens, en lisant des articles, et parfois juste en passant du temps dehors et à y réfléchir. Et souvent, quand tu réfléchis vraiment beaucoup en problème, tu es un peu obsédé par ça. Et parfois, les idées viennent même quand tu penses que tu n'es pas en train d'y réfléchir, parce que
dans ton inconscient, ton cerveau, il travaille toujours sur ça. Ouais. Donc vraiment, la recherche, on va dire, dans l'état pur, c'est ça. Et si tu prends les grands chercheurs et que tu regardes un peu la genèse, les grandes idées, euh, que ce soit Einstein, que ce soit par exemple Euler en maths ou des gens comme ça, tu vois qu'il y a eu pas mal de travail qui a été fait en amont d'IL, juste tester des trucs, trouver la bonne séquence et comment ils sont arrivés à ça. C'est pour ça que souvent, surtout en physique, parfois on entend des résultats ou des théories, on se dit ça veut rien dire qu'il va Shadow Kawachi, alors qu'en fait, il y a eu vraiment pas mal de choses derrière qui ont fait que ils sont arrivés à cette idée qui a l'air un peu extraordinaire. Et après, ça c'est censé être le gros du, du travail. Et après, il reste la partie rédaction, publication, donc soumettre à des revues scientifiques, convaincre ses pairs que ce qu'on a fait, c'est correct, euh, et plein de trucs administratifs en général dans la vie d'un chercheur, il y a plein de trucs d'administratif, demander des grants, avoir des étudiants, enseigner et tout. Bon, sauf si la cognitive CNRS en général, tu dois enseigner. Donc vraiment c'est ça. Mais le cœur le métier, c'est vraiment ce que j'ai dit. Ouais, donc tu lis beaucoup sur des sujets et parfois tu as des hypothèses, des idées, des hypothèses qui arrivent que tu dois tester ensuite par le travail et par vraiment zama, analyser la chose en profondeur. Ouais, exactement, je pense. C'est vraiment ça. Après, donc juste pour mettre peut-être un astérisque sur ça, domaine de la recherche, il y a pas mal, c'est comme tous les trucs, il y a pas mal de bullshit, il y a pas mal de personnes qui publient des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, parce que quand tu publies un article, ça aide pour ta notoriété. Il y a des métriques un peu numériques débiles, genre H-factor et tout, qui disent oh, ok, il a publié tant, il a été cité dans tant, donc c'est un grand chercheur, alors que ça ne devrait pas être ça. Et donc, les incentives des gens ne sont pas alignés avec le fait de faire vraiment de la recherche, mais sont alignés avec des métriques, avec d'autres choses. Et du coup, en fait, la plupart du temps, je dirais même vraiment la plupart du temps, les gens vont publier des choses qui ne sont pas vraiment des idées nouvelles et qui ont peut-être pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais juste pour pouvoir publier, pour pouvoir avoir des articles à leur nom. Parce que oui, c'est ça, le chiffre, j'ai l'impression, le plus important, c'est le nombre d'articles. Et en effet, c'est un incentive qui peut être biaisé parce que tu Ouais, peux c'est un passer peu ta plus vie à... complexe, c'est genre le nombre d'articles qui sont cités, qui sont publiés dans des revues qui ont un bon nombre de citations. Mais c'est quand même gameable, on va dire. Ouais. C'est quoi les avantages et les inconvénients de faire de la recherche que tu as vu? Enfin, je pense un des plus gros avantages, c'est la liberté. Tu es libre de faire de la recherche quasiment sur ce que tu veux en général. Et tu es libre de faire ce que tu veux de ton temps de recherche. À partir du moment où tu es maître de conférence, par exemple en France, tu es vraiment libre à 100%, hein. C'est vraiment assez rare, par exemple, que tu te fasses virer parce que tu n'as pas publié ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui est important et qui existe de moins en moins, justement parce que les gens veulent des résultats, de la productivité. Mais c'est important parce que parfois, juste, tu peux passer une année, tu n'as pas d'idée, genre, c'est ce que tu vas faire, tu vois. Du coup, tu es un peu obligé de publier des trucs qui sont nuls et tu sais que c'est nul, mais juste pour remplir les quotas. Donc, tu es libre, tu peux. Et cette liberté, normalement, te permet de te concentrer sur des problèmes qui sont difficiles et sur lesquels tu ne pourrais pas te concentrer en industrie, parce que les contraintes de temps et de productivité font que, en général, tu vas résoudre des problèmes beaucoup plus simples, entre guillemets, ou bien des problèmes difficiles, mais de façon approximative. Et je pense que c'est ça, c'est de gros avantages de la recherche, honnêtement. Sur le papier, c'est le meilleur travail du monde parce que tu choisis un sujet qui te plaît et tu as tout le temps et la liberté de travailler dessus. Mais je pense que tu as un gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent dans la recherche. Ouais, Ce qui fait qu'il y a moins de postes. ouais. Donc, il y a beaucoup moins d'argent. C'est un peu. Euh, comme il y a beaucoup moins d'argent, tout l'argent qu'il n'y a pas dans des sujets qui sont un peu tendance, donc par exemple AI. Donc moi-même, mes amis qui sont très bons, qui ont décidé de rester dans la recherche après, ils ont dû orienter leur recherche pour pouvoir inclure les sujets tendances dedans, parce que sinon jamais ils ont des postes, jamais ils ont des financements, tu vois. Et donc,
vraiment, ça pervertit un peu la mission, on va dire. Et moi, enfin, je trouve que c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Et aussi, je trouve que c'est assez ingrat dans le sens où euh, tu as des gens qui sont, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, tu as des gens qui sont brillants, mais à des points qu'on peut même pas imaginer, et qui, s'ils faisaient autre chose, pourraient se faire des millions, mais même pas question d'argent, juste pourraient avoir une reconnaissance mondiale s'ils décidaient de faire d'autres domaines, qui décident de consacrer leur vie à des problèmes difficiles qui prennent du temps et tout, et derrière, ils arrivent même pas à joindre les deux bouts. Donc, ou bien ils doivent passer 6 7 ans en postdoc. Donc, postdoc, c'est après le doctorat. Donc, après avoir été docteur, ils doivent passer 6 7 ans Donc après 8 ans à d'études être, ou là 9 ans ouais, d'études, en étant payé au lance-pierre et en devant se déplacer parce que chaque 2 ans, tu dois trouver un autre postdoc dans une autre. Genre, c'est un peu un poste de chercheur temporaire. Donc, tu fais des postes comme ça de chercheur avant de trouver un vrai poste où tu vas pouvoir être chercheur. Au bout d'un moment, vraiment, c'est. La plupart des gens, ils arrêtent comme ça parce que c'est vraiment, on les a à l'usure. Et ils se réveillent un jour, ils se disent, mais enfin, je peux juste aller chez Google à côté et te payer 10 fois plus. Mais genre littéralement 10 fois plus. Hein. 10 fois plus, je pense que c'était gentil. Ouais, Que maintenant, je pense aussi, ouais. ouais. Donc Par tu vois, exemple, avec ce qu'il y a eu avec Facebook, ouais, c'est 1000 fois plus. t'as vu Mais le sujet, ils sont en train de recruter des gens à 100 millions de dollars, ouais, voire plus, je pense. apparemment, il y a quelqu'un qui a eu 300 millions, mais je sais Peut-être pas. le chief, comment il s'appelle? Chief ASI Scientist ou quelque chose comme ça, j'ai oublié son Ouais, nom, un truc comme qui ça, ouais. vient d'être recruté, ouais. Tu vois, sur le sujet des tendances, je trouve ça intéressant. Je pense que tu as des tendances à différents moments. Je pense que ce que tu as fait, c'était assez tendance, probabilité, statistique. Ensuite, il y a eu tous les sujets machine learning, deep learning, qui maintenant sont des sujets IA. Euh, c'est quoi pour toi la prochaine tendance? Est-ce que ça va être l'IA pour longtemps? Je pense qu'à Ah, chaque fois qu'on est dans une tendance, on pense que ça va être la même pendant 10 ans, mais c'est pas forcément la même. ouais. Je C'est quoi les prochains sujets? Honnêtement, à part l'IA, je vois pas grand-chose. Il y a toute la partie quantum computing et tout, mais ça a l'air de stagner de malade. Euh, donc, à part qui. En fait, ça, je- enfin, ces trucs, ça marche vraiment par breakthrough. Donc, tu peux pas trop prédire parce que par définition, c'est un truc. Il y a une percée qui arrive et qui fait que le truc devient tendance. Euh, Honnêtement, moi, ce que j'aimerais voir, ce serait une percée dans le domaine médical, juste parce qu'il n'y en a pas eu pendant longtemps. Et par exemple, tout ce qui est cancer, tout ce qui est Alzheimer et tout, à chaque fois, on pense qu'il y a quelque chose de révolutionnaire. En fait, ça l'est pas. Euh, et, et là, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment on stagne dans le domaine médical. Et si tu regardes même les tendances d'espérance de vie et tout, il n'y a pas eu d'espérance de vie en bonne santé principalement. Il n'y a pas eu de grosse évolution. Donc, si je devais espérer, j'espère qu'il y aurait des percées dans le domaine médical. Concrètement, je pense que les gens vont passer beaucoup de temps sur l'IA. Et je pense que, c'est pas mon avis à moi tout ça, hein, mais je pense que ça va être révolutionnaire, mais ça va pas être révolutionnaire au point que les gens pensent. Hmm. Je pense it will fall short of expectations, comme on dit. Pourquoi tu dis ça? Bah déjà parce que j'utilise beaucoup et entre ce que je vois quand je l'utilise et ce que les gens disent, il y a un gros fossé. Et notamment le problème des hallucinations. Bon, là, on a switché complètement en français. Hein. Je suis désolé, ça fait une demi-heure qu'on parle français. Euh, donc le problème des hallucinations, c'est en gros le fait que l'IA, elle invente des trucs quand elle ne sait pas. Et mine de rien, c'est un énorme problème. Parce que, par exemple, moi, je voyais des gens, ils disent, ouais, en fait, on n'aura plus besoin on n'aura plus besoin d'avocats, on n'aura plus besoin d'architectes. Mais imagine, tu dis, on n'a plus besoin d'architectes, ok? Maintenant, tu prends une IA, elle hallucine sur un projet. Et juste, elle multiplie un nombre par 10 ou un truc comme ça, un truc tout débile, tout con. Et en fait, derrière, tu as un architecte. Avant, tu avais un architecte par projet. Maintenant, tu as un architecte qui vérifie 10 projets parce que 10 projets sont faits par l'IA. Lui, il fait juste les vérifications. Il rate ça. La responsabilité, elle est sur qui? Elle est sur cet architecte, elle est sur l'IA qui l'a fait. Donc, vraiment, j'ai l'impression que
Il y a énormément de trucs, je pense, qui vont être remplacés. Les trucs vraiment low level, genre tout ce qui est centre d'appel et tout. Bon, ok, bon, si elle fait une erreur, c'est pas la fin du monde. Mais il y a pas mal de jobs où les gens sont en train de dire que ça va être remplacé. D'ailleurs, ça m'a rappelé, je sais pas si tu as vu la grosse controverse hier ou avant-hier avec l'application T. L'application? Alors, ouais, Là, TEA. là, j'ai Il y pas a vu. il y a une application aux États-Unis qui s'appelle T. C'est une application qui a été apparemment codée avec l'IA. Vraiment, ils appellent ça vibe coded. Vibe coding. Ouais. Et donc, l'application a été utilisée par, je pense, vraiment des millions de femmes. Et en gros, c'est une application où les femmes vont pour se plaindre des hommes. Mais ils ont une sorte de KYC, donc ils envoient leurs images, leur driving license et tout. Et bah, ils ont été hackés parce que le truc était codé par une IA, genre avec zéro norme de sécurité et tout. Ouais, le Euh, sujet vibe coding, cybersécurité, il est énorme parce que tu as des milliers de personnes qui créent des apps comme ça et qui ne sont pas solides. ouais, exactement. Donc là, tu as vraiment des millions de femmes, ils ont toutes leurs infos qui ont été leak, genre hier ou avant-hier sur 4chan. Donc c'est assez gros. Et ce genre de choses, je pense que euh, c'est pas des faits divers, c'est symptomatique de ce qu'est l'IA aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est pas facile à résoudre. Et soit on fait une autre percée et c'est résolu. Et donc, vraiment, là, on aura une vraie révolution. Soit ça l'est pas. Et en fait, on a un outil qui est très utile, qui permet de remplacer pas mal de jobs un peu fatigants et pas très stimulants intellectuellement. Mais on n'a pas la révolution mondiale ASI que certains prédisent, quoi. انت كيفاش كتخدم بالIA؟ Je fais plein de trucs. Donc, pour le code, pas mal. Pour le code, genre petit projet perso. Et déjà pour le code, bah, tu vois que, enfin, à partir du moment où le truc commence vraiment à devenir gros et commence à faire des erreurs, pour les petits trucs, c'est super utile. Surtout quand c'est genre un outil ou un truc que tu connais pas. Euh, mais par contre, vraiment, quand ça grossit, il fait pas mal d'erreurs, même les meilleurs modèles. Et après, Pourquoi quand ça grossit? Parce qu'il y a de plus en plus d'erreurs que tu n'arrives pas que tu arrives pas à voir dans le code et donc tu passes plus de temps bah, à déjà, débugger ou là c'est parce que la structure va pas être assez bien bah, je pense déjà qu'il y a moins, plus c'est gros, moins c'est facilement inférenciable. Parce qu'en gros, ça travaille par inférence, donc ça va aller voir dans tout l'espace de trucs qu'elle connaît et ça va essayer de prédire exactement ce que toi tu veux. Bon, je schématise. Et en fait, quand tu commences à faire un truc vraiment gros qui est très précis, il y a des spécificités dans ce que tu fais qui ne sont pas ailleurs sur Internet. Et du coup, elle va essayer de projeter ce qu'elle sait sur ton truc, mais ça va pas se projeter parce que ce que tu fais, c'est nouveau en quelque sorte. Donc, le truc le plus simple, c'est par exemple, ça arrivait pendant longtemps, mais là, ils l'ont corrigé dans les dernières versions, mais jusqu'à très récemment, c'était le cas. Tu sais, il y a cette énigme où en fait, il y a un homme qui a une chèvre, un loup et un chou-fleur et qui veut les faire traverser une rivière. Et donc, c'est une énigme très connue, hyper connue. Et en gros, le loup doit pas rester avec la chèvre doit pas rester avec le chou-fleur parce que sinon ils vont le manger. Bon, il y a des règles comme ça. Et en fait, juste, si tu vas chez une IA, tu lui dis, il y a un homme qui veut traverser la rivière, il a un loup, une chèvre et un chou-fleur, et tu donnes aucune condition, elle va commencer à résoudre l'énigme comme s'il y avait des problèmes, comme si c'était vraiment. Alors que juste tu as dit, il y a rien. Mais juste parce que elle a tellement vu l'énigme que pour elle, c'est. À partir du moment où tu le donnes du début, ouais. c'est l'énigme. Et donc c'est exactement ça qui se passe aussi pour le code. Mais sinon, j'utilise aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je veux aller quelque part, genre à voyager ou quelque chose comme ça, au lieu d'aller chercher sur Google, j'utilise directement ChatGPT pour lui dire, vas-y, propose-moi des trucs à 20 km de Paris, par train, 1 heure par train, à tel prix et tout. J'utilisais aussi pas mal pour. Et ça, franchement, c'est cool. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui le fait. euh, pour traquer les calories et tout ce qui est macro, nutriments. En gros, Pour lui juste, demander. ouais, je prends des photos à chaque fois. Je corrige parce que parfois, juste, elle n'arrive pas à lire exactement et tout. Et j'ai genre une longue discussion avec tous mes plats, ce que j'ai mangé, les macros du Excellent, jour, ce qu'il faut que excellent. je fasse. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est utile et je pense que c'est bien. Mais T'as il y vu a des gens qui VO disent. récemment?
sur la partie génération d'images, VO. Ouais, sur les vidéos. Ça, c'est le truc le plus impressionnant que j'ai vu Ouais, ces derniers mois. Je sais pas ce que tu en as pensé. ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, je sais pas ce que les gens ils disent, par exemple, ça va remplacer les films. Tu vas pouvoir juste rentrer un prompt et avoir un film complet. Ouais. Mais C'est les mêmes problèmes. Une petite tu vois, séquence, ça fonctionne. exactement. Une longue, ça fonctionne pas. Et aussi créer de la cohérence. Et il n'y C'est a très pas de compliqué, vu que c'est de la cohérence. génération. La physique, parfois, ça rate le truc. Et du coup, on s'attendrait plus à ce que ce soit un outil qui soit mis dans des films pour cut le budget du VFX à certains moments que, que ça remplace un film tout entier. Alors que là, actuellement, le pricing des stocks IA, de Nvidia, de tout, il part du principe que on est en train de créer un dieu. Faut pas se mentir. Genre des mecs, les marchés ont pricé le fait que l'IA va révolutionner tous les domaines du monde. Parce que si c'est pas le cas, bah, les valos, elles ont aucun sens. Et je pense que c'est là où il y a un peu une surestimation du truc. Alors peut-être que je me trompe et on va se moquer de moi dans 10 ans, mais actuellement, c'est ce que je vois, tu vois. Il y a avec le papier d'Apple, l'article qui est sorti récemment, dont tu as parlé ton podcast, qui explique que ils disent que l'IA ne réfléchit pas vraiment. Parce que d'abord avec les modèles reasoning, ديال ChatGPT et autres, on a parfois l'impression qu'il y a des bribes de réflexion, au moins d'étapes زعما de réflexion et de logique dans la manière d'aborder la question et d'y répondre. Et هضرتي على هذا le papier sur ton podcast. Je pense que le papier, il a beaucoup été vu par des gens en mode bon, ils sont en retard par rapport aux autres, ils sortent ce type d'article. Tu vois, c'est une critique facile, et Zama qui peut s'entendre. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, en fait, c'est juste, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire réfléchir. Je pense que, je sais pas, il y a peut-être en anthropomorphisme, واحد شوية l'être humain en mode on est incroyable, mais en fait, si tu fais de l'inférence à un niveau qui est pas distinguable d'un être humain, bah, on peut pas dire que tu réfléchis pas, tu vois. C'est, je sais, alors peut-être qu'il y a une question de est-ce que tu ressens la souffrance ou quoi, mais c'est des questions qui sont pas relevant pour le cadre dans lequel on est. Est-ce que c'est vraiment, c'est juste le test de Turing. Est-ce que tu peux différencier dans une discussion un humain d'une intelligence artificielle? Si la réponse est non, bah, tu peux dire qu'elle réfléchit. Pour moi, vraiment, la question de est-ce qu'elle peut créer quelque chose de nouveau ou pas, bah, déjà, l'être humain, il n'a jamais rien créé de nouveau. Donc, on n'a fait que build up sur les connaissances de personnes avant nous de façon incrémentale et parfois avec des éclairs de génie par-ci par-là, mais ça a toujours été, on prend ce qu'il y a avant et on fait des nouvelles choses, on teste et on regarde ce qui marche. Donc à partir de là, je ne sais pas ce qu'on attend de l'IA pour dire qu'elle réfléchit ou qu'elle réfléchit pas. Je dis pas qu'elle réfléchit, mais je dis juste que cette critique-là, pour moi, elle n'a pas trop de... Donc toi, ton point de vue, c'est que مثلا, la manière de l'humain de trouver enfin, la créativité, c'est des associations d'idées seulement. C'est-à-dire que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose en plus qui va séparer l'inférence et l'association d'idées de la créativité humaine? Ben, je sais pas s'il y a quelque chose en plus qu'on me le montre. À part l'ego de l'être humain pour dire qu'il est spécial, je vois rien de... honnêtement, je vois rien de plus. Non seulement ça, mais... euh, enfin, on sait que... il y a, par exemple, enfin, on a bien étudié le cerveau, on sait quels sont les mécanismes qui font que... Quelle partie du cerveau travaille quand on réfléchit à tel sujet. On sait, par exemple, parfois que sur des prises de décision, que la décision elle est prise dans le cerveau avant qu'on soit conscient qu'elle est prise et qu'après on ne fait que la justifier. Donc c'est pas comme si c'était vraiment un mystère absolu. On comprend un peu le cerveau et dans ce qu'on comprend, on n'a jamais rien trouvé de plus que les associations d'idées avec les moyens d'obtenir l'information qu'on a qui sont nos sens. Alors peut-être que le truc en plus qui manque à l'IA, c'est peut-être le fait d'avoir des sens. Euh, on va dire, ok, bah, elle n'arrive pas à voir, donc peut-être elle va jamais comprendre le monde parce qu'elle voit pas ou quoi. Euh, mais encore une fois, bah, il y a des personnes aveugles et on dit pas qu'elles réfléchissent pas. Donc, C'est clair, c'est clair. إلا رجعنا la recherche, كيفاش قررتي de quitter le domaine de la recherche et de faire autre chose?
Donc après la thèse, j'ai la Suisse à l'EPFL et d'être la recherche un peu info théorique. C'était un peu lié le sujet d'y aller, mais plus à appliquer l'informatique. Et, euh, et ça restait vraiment un cadre idyllique. انا ملي مشيت قلت مع راسي غنمشي باش الا ما عجبنيش الحال هنا غنعرف بانه ما عجبنيش la Ah, recherche. C'est ouais, pas un problème de cadre. Donc c'était ouais. vraiment, je pouvais pas me plaindre. C'était trop bien, les gens étaient sympas. Et donc ملي مشيت vraiment il me manquait un truc. Principalement, donc c'est un peu c'est un peu enfantin, mais en tout cas, le fait que, alors, le premier truc, c'est le fait que la recherche, les trucs se font sur un temps long, très long, faisait que je perdais l'intérêt. Donc pour moi, il fallait vraiment faire des petits projets avancés, tu vois, genre, et sentir la progression. Et le fait de devoir réfléchir à des trucs sur un temps très long, déjà, ça m'ennuyait au bout d'un moment. Et ça, c'est juste un trait personnel, c'est pas... tu peux pas le savoir, en fait, si tu y es pas. Et le truc, c'est que c'est pas il y a une limite de temps, donc je veux pas faire que des trucs auxquels tu réfléchis pendant 5 minutes, mais je veux pas faire que des trucs auxquels tu réfléchis pendant 2 ans. Moi, c'est genre, si je suis sur un truc pendant quelques mois et qu'après je passe à un autre truc, c'est parfait. Et là, c'était pas le cas. Et ensuite, l'autre problématique, les deux autres problématiques, c'était que je voyais le problème les gens qui publient juste pour publier. Et ça me, ça me dégoûtait un peu parce que بالنسبة لي, la recherche, c'est quelque chose de noble, tu vois, c'est au-dessus, euh, c'est au-dessus même, on va dire, ça met des querelles des êtres humains, tu vois, c'est vraiment un domaine à part. Et en fait, c'était pas du tout le cas, parce qu'il y avait de la politique, Du il y avait statut. exactement du statut, il y avait des gens qui étaient là, enfin, vraiment, c'est comme n'importe quel autre domaine au final. Donc, et Ah. le troisième truc, c'est aussi le C'est fait juste que qu'ils c'est jouaient un jeu différent qui est dans la recherche, être le meilleur exactement, dans le setup, ouais. le jeu, les meilleurs articles, Mais, etc. mais au final, c'était la même chose. Et le dernier truc, c'était que je trouvais quand même que c'était un peu ungrateful parce que, bah, en termes de. Je devais finir le postdoc là-bas. Ensuite, j'allais commencer à chercher un poste autre part. J'étais déjà marié, donc à Neuf la Suisse. Ma femme, elle travaillait à Neuf la Suisse. Donc, ensuite, je vais dire, ah, vas-y, maintenant, tu dois changer de travail, venir avec moi à l'autre bout du monde. Enfin, au bout d'un moment, tu es là. Tu vas avoir des responsabilités, avoir des gosses, t'installer un peu. Ça commence à faire beaucoup. Donc, j'ai décidé de changer. Tu quittes la recherche ou قبيله درتي لي على ton prof اللي je sais pas si c'était avant le podcast ou là au début du podcast, je pense que c'était au début du podcast, où tu avais déjà pensé à faire de la finance quand tu étais à l'école normale et un prof qui t'a dit non, pas du tout, va en Ouais, recherche. vraiment, c'est هذا ça. هو c'est ça le chemin noble. Voilà, Ouais, la finance c'est inférieur par rapport à la recherche. ouais, donc, je suis- Et ce qui est ouais, marrant, c'est donc tu Guido, là. قيدوكم et خرجتي من la recherche ومشيتي justement de la finance. Ouais. كيفاش مشيتي Bah après, je lui en لهاد veux pas. Il a parlé sincèrement de شنو هو il pense que le monde de la finance est et comment هو il voyait les choses. Je pense pas qu'il y avait quelque chose de malsain. et même Je son pensais monde de la vraiment. recherche, il a peut-être évolué entre Houa quand il a commencé et toi Exactement, ton oui. monde dans Moi, lequel tu es arrivé, c'est ça aussi. exactement. Moi, quand ils ont commencé, tu sortais de test, tu avais un poste de prof, c'était fini, tu n'avais pas de postdoc. La notion de postdoc, c'est assez nouveau, ça n'existait même pas avant. Donc, ça a été créé justement pour désengorger le système parce qu'il y avait trop de, il y avait trop de demandes par rapport à l'offre. Donc, clairement, ça a changé, oui, depuis 100 ans. Et donc, c'est pour ça aussi que كنهضر بزاف مع الدراري عارف des conseils les jeunes étudiants هذا. Et j'essaie vraiment de dire ça, il ne faut pas écouter le conseil d'une seule personne. Il faut vraiment essayer de faire un agrégat des différents points de vue, plus que nous on pense. Et tu ne pourras jamais avoir l'expérience de la chose sans la vivre. Mais tu peux au moins avoir une vision plus claire si tu prends plusieurs avis différents de personnes contradictoires, on va dire, de personnes différentes. Ou en général, Donc, chacun va te donner le conseil de ce qui a marché pour lui, exactement, ce ouais. qui est très difficile et de son contexte. Donc c'est très très difficile de prendre des conseils. Lorsqu'on s'intéresse au business et à l'entrepreneuriat, on cherche toujours de nouvelles idées. Et on essaye de rester informé des nouvelles entreprises qui se lancent. On a sorti notre dernière liste des startups marocaines à ne pas rater en 2025. On a réuni des dizaines de startups de tous les secteurs. Donc si vous êtes entrepreneur ou si vous cherchez des idées ou si vous êtes curieux
de savoir quelles sont les startups du moment, c'est pour vous. Je vous mets le lien avec la liste en description. Allez-y, écrivez-nous si on a oublié des startups. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, revenons au podcast. Et ouais, ok, et donc tu te dis, bon, je vais sortir de la recherche, je vais en finance. C'était sûr que tu allais en finance ou là, comment ça s'est passé à ce moment-là? Ah non, 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 pas du tout. Donc, أنا منين خرجت من la recherche, c'est un peu. En fait, j'ai pas fini mon postdoc, pas du tout, parce que en parallèle du postdoc, j'avais commencé واحد la startup avec des potes et j'avais mis de l'argent de côté que j'avais mis sur la startup. C'est une startup de crypto et j'avais fait un peu d'argent grâce aux crypto. J'avais pris tout l'argent, j'avais mis dans la startup de crypto avec des potes et on avait commencé à travailler. Et au moment où اللي خرجت من البوست-doc, c'était juste avant ما تفرقع la bulle ديال الكريبتو. Et donc moi mon but c'était de travailler full time sur la startup. Avant je prenais pas de salaire, on faisait vraiment tout l'argent il restait dans la startup donc on n'avait rien pris. Et là c'était le moment où on allait commencer à faire de l'argent de façon consistante et tout. Et j'allais me donner un salaire et tout donc je dis je vais démissionner. من la من البوست-doc et رجعت لباريس. Et en fait, il y a eu la bulle qui a explosé dès le crypto avec les trucs genre Luna, FTX et tout, plus des problèmes personnels de la startup et tout. Donc vraiment, ça a dégringolé. Donc on n'a jamais pris de salaire, on n'a jamais retrouvé notre argent. Bon, c'est comme ça, c'est des risques. Tu as un truc hyper risqué qui est faire une startup, un domaine hyper risqué qui est le La crypto. crypto qui en plus est cyclique, c'est le maximum Ouais, du risque. je pense que c'était pas une décision. Mais en tout cas, Même des boîtes incroyables comme Sora, Metzelen, je pense qu'ils sont en ouais. difficulté maintenant. Ouais, et nous, notre idée au départ, c'était vraiment, on essayait de faire un truc un peu comme Sorare, mais on va dire sur un monde fantastique, pas sur les vrais joueurs et tout, de foot. Et ouais, on avait levé de l'argent, Donc peut-être pour on avait expliquer, commencé à avoir une communauté. c'est un jeu avec des cartes, yak, Ouais, et basé sur de la crypto. ouais. Et donc, on avait levé de l'argent, on avait commencé à vendre des NFT, on avait créé un prototype le jeu qui utilisait les NFT, et en fait, on avait comme plan, donc on avait fait, je pense la première année, on avait fait genre 500 000 euros de chiffre d'affaires, qui est pas rien. Euh, et, donc au début, je pense qu'on avait mis comme argent personnel, je sais pas, peut-être 600 000 euros quand même. Donc c'est pas rien. C'est vraiment, pour moi, en tout cas pour moi à l'époque, c'était vraiment toutes mes économies. Vraiment, j'avais rien de rien après. Euh, et, euh, et donc après, quand ça a commencé à marcher, on a levé un peu d'argent avec des investisseurs et quelques centaines de milliers. On a commencé à vendre un peu les NFT et tout. Ça a commencé à marcher. Et l'idée, c'était le deal, mais handshake deal, qu'il faut jamais faire. C'était, vous faites ça, dans 6 mois, vous avez recruté une petite équipe de dev, vous avez fait un prototype du jeu et vous nous montrez les métriques du prototype Et on et remet. on remet 1 million. Dans 6 mois, du coup, 6 mois après, Donc c'est bah, du coup, la bulle a explosé Ah, et ok, eux, ok. ils ont juste dit, on arrête, on ne met plus d'argent dans les cryptos en général, c'est pas juste vous, tu vois. Et Juste vous aviez 600. dépensé forcément la première levée de Et nous, fonds, on donc c'est avait normal. dépensé la première levée pour faire le prototype. On avait aussi subi le hack et on avait remboursé les gens. Les gens s'étaient fait hacker par quelqu'un et on a remboursé les gens de notre trésor. Donc vraiment, on n'avait rien. Et donc voilà, bon, forcément, et c'était assez difficile parce que en gros, tu sors le ça, tu as tout lâché avec le job qui est quand même un job de rêve pour beaucoup de gens. Et pour moi aussi, à l'époque, c'était un job de rêve. Pour revenir faire un truc, tu es sûr que le truc, il est bien. Surtout quand les trucs, en fait, c'est comme ça. Quand un truc marche, c'est toujours, tu te dis, c'est grâce à moi, je suis un génie. Et tu penses que ça ne peut que marcher parce que tu es trop fort et que tu fais un truc que les autres ne font pas. Alors que, bon, juste, tu as eu de la chance et tu as fait peut-être des trucs bien, mais tu as eu beaucoup de chance et c'est comme ça. Et quand le truc marche pas, parfois, et c'est dans cette période aussi que j'ai un peu commencé à m'intéresser un peu plus au stoïcisme, d'ailleurs, et au fait de un peu se détacher des, on va dire, des choses qui sont hors de notre contrôle. Ou ça fait, منين ما خدمش داكشي est vraiment en plus les dettes, plus بزاف ديال المشاكل, plus d'autres problèmes personnels, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais when it rains, it pours. Donc vraiment, j'ai eu plein de problèmes. Pour la période de genre 2 semaines, bah là, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose.
Donc j'ai commencé un peu à chercher. Au début, j'allais me diriger vers les GAFAM. Euh, Savoir que moi, j'ai fait des maths au chouïa de l'informatique. J'ai une mineure en informatique. Et donc, c'était pas là, que ce soit les GAFAM, que ce soit la finance, c'est pas forcément le domaine d'IA. Mais il faut savoir, et c'est ça un truc aussi que dit Kangolde, c'est que, en fait, quand tu fais des maths ou quand tu fais des domaines très avancés, tu es demandé en général, même si c'est pas exactement ton domaine, il suffit de. C'est comme disait Jim Simon, c'est tu peux apprendre à un matheux à faire de la finance, tu peux pas apprendre à un mec de la finance à faire des maths. Donc, les grosses boîtes, quand ils voient quelqu'un qui est bon dans le domaine qui est assez technique, ils sont OK pour lui apprendre les rudiments, dire le reste. Et donc, pour moi, c'était un peu ça. Donc, du coup, j'ai juste passé un peu de temps, quelques mois. J'ai révisé les maths pour la finance, j'ai révisé un peu les notions de finance que je connaissais pas trop. Et ça a fait, après, j'ai passé des entretiens. Mais il apprend sur le truc. Tout le monde ne fait pas ça, tu vois. Ben, le fait de se poser pendant plusieurs mois, d'apprendre de ton côté pour te dire de l'objectif d'aller en finance, c'est pas si facile que ça. Ça veut dire que tu vas pas céder avec l'urgence ça fait je veux faire un truc rapidement. Ça veut dire que tu prends le risque de te poser ou t'allem de ton côté sans avoir la certitude de l'outcome de le moment اللي كتعلم فيه. كيفاش كانوا داك les quelques mois? Bah, déjà, je pense un truc important, c'est important d'avoir une femme qui travaille et qui te soutient. Parce à l'époque, c'était elle et elle m'a toujours soutenu, Salaha. Je pense que la main, vraiment, elle a toujours été là, elle a toujours même cru en moi, même parfois où j'ai eu des doutes par rapport à moi. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir des gens autour de soi qui croient en toi. Et ça, j'en suis très grateful de l'avoir dans ma vie et de pouvoir compter sur elle. Et je pense aussi que ça va dans les deux sens, parce que elle me fait confiance parce qu'elle voit que je bosse. Mais si regarde, je fais rien. Genre, vraiment, je bossais 12 heures, 13 heures par jour pour me préparer pour un truc. Et comme tu dis, tu n'es pas sûr à 100%. Et en plus, c'est des trucs où c'est vraiment loin de ce que toi tu fais d'habitude. Donc vraiment, faut relire des choses et tout. Donc ouais, effectivement, donc les 3 mois, c'était assez stressant. Le truc qui m'a un peu déstressé, c'est que j'avais genre deux trois amis qui avaient fait les mêmes études que moi, mais au lieu de faire une thèse, ils étaient allés en finance. Mhm. Et eux, ils m'ont aussi dit, bon, t'inquiète, ton niveau en maths, ça passe, juste concentre-toi sur la finance. Et ça devrait. Donc ça m'a un peu rassuré, j'étais pas parti genre en mode sans. Mais même s'il te rassure, il y a plein de gens qui essaient de faire ça et ça Ouais, marche pas. Hein. Donc, bien sûr. Au Red Goal, c'est pas sûr que ça fonctionne. ouais, exactement. Donc, mais, alhamdoulilah, j'étais très méthodique dans la façon dont j'ai préparé. Je suis sur Internet, je cherchais type d'interview qui était posé, ce que les gens recherchaient, les profils LinkedIn, le type de maths qu'il fallait faire, parce que le maths à Abhad, donc c'est ce qui est demandé pour la finance, c'est pas ce que je faisais en thèse, forcément. Et, euh, et après, j'ai été aussi assez transparent les entretiens. Moi, quand je savais pas un truc, je disais juste, je sais pas, c'est pas un truc que j'ai étudié et tout. Et ça, c'est passé, ça s'est bien passé. Garde les entretiens, j'en ai passé plusieurs et garde les boîtes, j'avais postulé Lyon, j'avais eu une offre à la fin. Donc, Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, je nous dire du coup, tu es toujours dans la même boîte en finance, ouais, 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 depuis ouais, 2-3 ans. ouais. Donc tu es quantitative researcher. Mm. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que tu fais? Parce que c'est un métier dont on parle beaucoup, la finance, mais parfois on ne comprend pas forcément exactement c'est quoi Mm. concrètement le job. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Donc, ouais, donc la finance, en fait, quantitative research, il faut savoir que déjà, c'est surtout le mot quant. مثلا في la boîte اللي أنا فيها, il n'y a que des quantitative researchers. Ils essaient d'égaliser tout le monde. Donc tout le monde a le même. Les gens qui sont quant, ils ont le titre quantitative researcher. Mais en général, c'est plus quantitative researcher, quantitative trader, quantitative شي حاجة en plus. Donc quantitative, ça veut juste dire que qui dit avec le trading ou avec les opérations qui dit de façon systématique en utilisant des ordinateurs. Donc, qui a le flux des données, de Internet, soit des marchés, soit des sites, soit là-dedans. Il les traite ou il essaie de trouver des algorithmes qui vont faire de la stratégie de trading qui est profitable. Après,
c'est divisé en researcher مثلا qui fait que la partie recherche ou là en trader qui fait que la partie trading اللي غادي تكون la stratégie en soi اللي كتenvoyer les ordres un exchange ولا هذا et voilà donc je pense بزاف ديال الناس ils imaginent داك le trading ديال وول ستريت في الافلام وهذا اللي كان شحال هادي تيهزوا لي تيهزوا لي زوفر وهادي mais في trading systématique c'est vraiment un ordinateur qui envoie des ordres à longueur de journée ملي كيبدا التأذين في داك الاكسشينج حتى كيسالي avec des et qui prend des décisions mais avec واحد la stratégie qui a été prédéterminée من la recherche ou من le travail d'une personne ou de plusieurs personnes derrière. Donc خدمتي هذوك les personnes qui sont derrière. Et étant donné que tu es researcher et que tu cherches à des stratégies, la méthode de la recherche ou داكشي اللي تعلمتي, tu sens que tu l'utilises jusqu'à aujourd'hui ou là c'est très très différent? Non, je pense que dans l'absolu, زعما c'est pas différent من الناحية ديال la méthode de la recherche, la rigueur وهذا. La seule chose différente c'est que بزاف ديال الحوايج ما كانوش كيعجبوني في la recherche تحيدوا. Donc notamment le fait de devoir publier, trouver les revues, convaincre les pairs ولا هذا دابا c'est beaucoup plus pragmatique on va dire. Tu discutes avec les gens, tu montres tes résultats, qu'il y a des métriques assez claires. Et aussi le fait que ça prenait une recherche peut prendre plusieurs années ou là le domaine d'IANA c'est plus un mois, 2 mois, c'est plus une question de quelques mois les projets. Donc ça avance plus rapidement. Donc c'est vraiment exactement. Rien n'est parfait mais c'est beaucoup plus ça va beaucoup plus مع شنو انا كيعجبني que ce que je faisais avant. Ouais. Donc tu as quand même la liberté de chercher des choses qui t'intéressent ou lesquelles sur des durées plus courtes. OK. Ouais, bah après la liberté forcément elle est restreinte parce que tu fais de la finance, donc tu es obligé de chercher dans le domaine de la finance, mais notamment tu es aussi obligé de chercher dans le domaine des asset class ou là. En gros, tu es obligé de chercher les contraintes de ce qui va être tradé, le type de données de l'index, le type d'assets qui vont être tradés. Ouais, tu ne peux pas chercher dans tout niveau. C'est assez difficile. Je pense que ce n'est pas impossible, mais c'est assez difficile. Tu as un trader, un hedge fund qui dit l'oil وتقول لهم بغيت proposer عليكم شي حاجه في البيتكوين ولا هذا. Si c'est vraiment incroyable, ils vont l'accepter parce que ça va faire de l'argent, mais on s'attend à ce que tu fasses de la recherche sur l'oil, tu vois, parce que c'est un peu ton domaine d'expertise. Donc en ce sens-là, la liberté est restreinte, mais je pense que c'est une restriction qui est bénéfique parce que ça te permet d'être vraiment un expert chez حاجه et de donner des bons résultats. Ouais. Exactement. On n'a pas beaucoup parlé de la création de contenu et c'est quelque chose que tu as fait tout au long de l'histoire. Au début, on a discuté un petit peu du fait que tu t'es lancé sur YouTube, Chiti au fur et à mesure sur Instagram. Et ce que tu as commencé à faire au début, ou tel début tu en fais toujours un petit peu, je pense, c'est la vulgarisation scientifique. La première vidéo c'était pourquoi le ciel est bleu, c'était ça le sujet. Ouais. Et là, je traite de la vulgarisation scientifique ou c'était par intérêt personnel, c'était des sujets qui عجبوك بغيتي تهضر عليهم. Comment ça s'est passé? وكما قلنا يعني انت tu évolues وحتى زعما ta façon de voir les choses évolue. Donc au début, c'était vraiment l'idée de devenir chercheur et donc forcément si tu es زعما obnubilé par la recherche, bah tu vas t'intéresser les sciences, tu vas vouloir les partager وهذا. انا لحد الان كما قلتي pardon, j'ai touché. لحد الان كما قلتي مازال كنتانتيريس la vulgarisation كنحاول ما اماين لقيت الوقت ندير شي فيديو ديال la vulgarisation scientifique beaucoup moins qu'avant. مي في الاول هادشي عجبني حيت كيعجبوني لي سيونس حيت بغيت نشاركهم مع الناس et c'était vraiment par pure passion صراحه. Comment tu as vu la création de contenu, c'est par pure passion. Bon, pour l'instant, je me permets de peut-être le faire pour le futur, mais jamais essayé de la création de contenu. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, genre, j'ai rien contre ça, juste... Comment tu as vu l'évolution de la création de contenu? Parce que j'ai l'impression que ça s'est accéléré dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu. Mais BDT, c'était beaucoup plus rare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un métier à côté, ils ont une page ou une chaîne YouTube ou les chihaja. Je pense que quand tu as commencé il y a presque 10 ans, il y a 8-9 ans, c'était un peu plus rare. Ou de manière générale, c'est quoi les évolutions, les chiffres, la création de contenu? Bah,
bon, peut-être un ben chouïa boomer, mais صراحة C'était mieux avant, là, non? c'était bien. C'est pas que c'était bien avant, mais c'était plus posé avant. Là, c'est vraiment, tu dois faire du contenu sur des formats très courts. En fait, c'est soit tu fais du contenu sur des formats. En fait, même le format lent est court. D'abord, si tu prends des vidéos lentes, bon, le plus connu, c'est MrBeast. Tu prends une vidéo d'IA, tu peux faire 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Mais C'est commenté comme une vidéo l'editing, courte. Ouais. exactement, l'editing de la vidéo, le choix des couleurs, le choix des musiques, la façon dont elle est montée, c'est plein de vidéos courtes qui s'enchaînent. Donc, en fait, tout est fait pour contrôler l'attention span des gens. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que là, je sais que même je peux très difficilement faire plein de vidéos sur des formats très longs qui vont être vus بزاف من الناس. Et même parfois, je fais des vidéos et qui vous disent ah c'était bien, mais en fait طولت يا خويا خصك تقصر هذا. Donc bah, je je m'en plains pas parce que je suis pas mauvais joueur, donc j'essaie de m'adapter, j'essaie de faire passer les idées d'y aller, le message, d'aider les jeunes au hada et de venir à leur terrain à eux. Donc par exemple sur Instagram, je fais des vidéos, des reels au hada. Donc je m'en plains pas bzaf, je dis juste que c'est un peu dommage parce qu'on a perdu شي حاجة. Et il y a plein d'études en fait qui montrent que Gen Z, les jeunes d'abord, les jeunes genre vraiment la nouvelle génération, ils, ils boivent moins, ils sortent moins, ils socialisent moins. Je dis pas que boire c'est une bonne chose, mais ils font moins de tout en fait. Ils font- Et en fait, je me posais la question, genre, pourquoi ils font moins de tout? Genre, ok, moins boire, moins fumer, c'est bien, mais moins sociabiliser, moins sortir et tout. Et je pense que c'est juste parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. Et en fait, c'est pas juste Gen Z, c'est vraiment toutes les personnes qui sont tout le temps sur leur téléphone, tu as juste moins de temps pour faire les autres trucs. Euh, donc, c'est la création de contenu. En tant que créateur de contenu, peut-être tu vois ça un peu plus, mais je pense qu'on le voit tous dans notre vie de tous les jours, que les gens sont scotchés à leur téléphone. Mais je pense que parfois, quand tu te mets à créer du contenu et que tu n'es. C'est-à-dire que tu passes dans un mode où tu utilises le téléphone juste pour regarder, donc juste pour consommer. Quand tu passes de l'autre côté et que tu crées, j'ai l'impression que tu vois encore plus être le problème. Ah oui, Je sais pas forcément, ce que tu parce en que penses. bah, forcément, je pense que oui, forcément, parce que déjà quand tu fais une vidéo, déjà d'abord quand je fais une vidéo d'un reel ou d'un, en général, je sais plus ou moins combien elle va faire. Même avant de la poster, je sais si elle va marcher ou pas. Et parfois, je fais des trucs qui marchent pas forcément, mais juste parce que je trouve que l'information est intéressante et que même si elle est vue par 3 ou 4 fois moins de personnes, elle va peut-être servir à toutes les personnes qui vont la voir. C'est pour ça que. Mais j'ai vraiment un bon indicateur, enfin, en tout cas pour mon contenu, est-ce qu'il va marcher ou pas. Et en fait, l'indicateur, c'est principalement est-ce que le sujet est information heavy, et comment c'est cut, est-ce qu'il y a une bonne accroche sur les 3 premières secondes. C'est vraiment tout sauf le sujet en fait. C'est la forme, l'editing, la façon dont j'ai parlé, combien de secondes fait la vidéo. Donc tu comprends vraiment que le monde, ça veut dire, les réseaux sociaux est fait autour de l'attention. La monnaie d'échange, c'est attention span ديال الناس. Mais parce que le chiffre, si tu devais optimiser sur un truc, c'est la durée en moyenne, les NES qui te feront la vidéo. Et en réalité, si tu veux simplifier l'algorithme, c'est plutôt basé sur ça. C'est en moyenne les gens jusqu'à où ils vont dans la vidéo, parce que s'il reste une seconde de plus, tu prends un réel, ça sera montré à beaucoup plus de gens. Et d'ailleurs, tu vois, ça m'intéresse de voir comment tu réfléchis à le sujet de les vues. Parce que dès que tu crées du contenu, sur toutes les plateformes, on te montre tout le temps les vues. Et comment tu fais pour ne pas trop optimiser sur les vues et en plus de ça, là, tu te rends compte que tu peux avoir une vidéo qui fait beaucoup moins de vues, mais qui a beaucoup plus d'impact. Et l'impact, c'est Exactement, difficile ouais. justement à quantifier. Mais tu sens que ça marque plus, Mm. les gens s'en souviennent plus, peut-être que les gens ont appris plus de choses. Comment tu trouves de la balance entre ne pas trop aller du côté des vues et trouver le juste milieu? Bah, déjà, Anna Saraha, je pars du principe que de toute façon, je vais pas toucher autant de monde que quelqu'un qui fait un contenu différent. Donc ça sert à rien d'essayer d'optimiser sur les vues ADA parce que c'est pas une bonne métrique بالنسبة ليا. Qui me dit l'impact, c'est plus important. Donc je fais parfois des vidéos vraiment light اللي كنطلعها وهذا. Bon déjà parce que I think it's fun, mais aussi
parce que ça permet un peu de toucher un nouveau public ou هذا. Mais je sais qu'avec le public qui va être touché par une vidéo ديال الضحك وهذا, c'est pas quelqu'un qui va suivre ta page, être intéressé par ce que tu fais et tout. Donc, بالنسبة لي, ce que j'essaie de voir, c'est plus le nombre d'interactions ديال الناس. Donc, le nombre de messages que je reçois chaque jour. كان عندي ديسكورد ما بقيتش كندخل ليه بزاف, mais le nombre de personnes qui discutaient sur le Discord ديالي وهذا. Donc c'est aussi des métriques parce que j'essaie d'être grounded في des nombres وهذا, mais c'est des métriques qui pour moi زعما montrent plus est-ce que les gens te connaissent نتا en tant que personne et savent ce que tu fais et sont intéressés par ce que tu fais en tant que personne, ولا واش غير كتبان لهم كواحد زعما ويل ما بين بزاف ديال العيال كيشوفوا هذيك اللعيبه هادي وكيدوزوا. Donc tu as des chiffres sur les sujets d'interaction que tu suis. J'essaie de suivre ça. زعما je suis pas obsédé par ça et je pense que c'est assez malsain انك تكون obsédé par les chiffres هادو. Mais زعما je dirais pas que je suis totalement déconnecté ou je fais juste mon truc. Non, je fais ça quand je vois que c'est feedback loop. Donc quand je vois par exemple que j'ai fait un essai sur un type de contenu et que ça a vraiment pas accroché ou là que ça a mis de marque, ils ont mal compris ce que je voulais dire, je me remets en question. Et pour pouvoir se remettre en question, il faut des métriques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu fais beaucoup de formats différents. C'est ça que je trouve bien. C'est que Dirty Live, Dirty des formats courts, des formats vlog. Tu as fait un podcast aussi, là, podcast au Safi, qui est excellent. Là, j'ai vu, c'est vrai. J'ai vu quasiment tous les épisodes. Shameless plug. Mais je dis à 100% de l'épisode, j'ai vu au moins une partie de tous les épisodes. Et vraiment excellent, je le conseille. C'est un podcast au Safi, même Smia Zouena. Ça fait podcast au Safi, c'est un podcast, c'est un podcast. Comment tu trouves le space un petit peu les podcasts? Est-ce que toi tu écoutes des podcasts? Oui, qu'est-ce qui te plaît ou te plaît pas dans le format? En tant que podcasteur, ça m'intéresse. Ouais, Anna Salah, je consomme énormément, énormément, je consomme bzaf les podcasts, mais c'est plus des trucs très connus, et c'est plus, il y en a certains, Salah, où j'ai écouté Zama régulièrement, mais d'abord c'est plus par sujet. Donc il y a certains podcasteurs que j'aime bien, par exemple, Wahed Maouf, Diary of a CEO, il a plein d'invités. En fait, c'est selon l'invité. Il y a un invité qui m'intéresse ou sur un sujet qui m'intéresse. Sinon, si c'est un invité où je connais pas trop, là, je sais, le sujet m'intéresse pas trop. C'est vraiment par invité. Bon, le truc principal, c'est que dans mon mode de vie actuel, le podcast, c'est pratique. Je peux pas rester devant un écran. Je travaille genre 12 heures par jour minimum. Donc, en fait, quand je fais une tâche qui est pas une tâche, on va dire... très très prenante intellectuellement, je peux mettre le podcast et écouter et je sais que je rate rien, alors que si je mets une vidéo, je sais que ils vont montrer un graphique ou شي حاجة, je vais le rater, alors que sur le podcast, je sais que je rate rien. Quand je prends les transports en commun, je sais que je rate rien. Donc c'est vraiment pour ça, et je pense que بزاف ديال الناس ça marche comme ça, ils savent que ils peuvent consommer le podcast en faisant autre chose, sans devoir être pris à 100% par ça. Dans quelle direction tu penses que ça va, la création de contenu? Parce que là, comme tu disais, déjà, les gens produisent de plus en plus. L'IA permet de faire certaines choses ou ça simplifie un petit peu parfois pour certains la création. Est-ce que tu penses... Et de l'autre côté, tu as, je pense, quelques personnes qui se disent non, là, je vais privilégier peut-être de la longueur, je ne vais pas essayer de produire tout le temps, etc. Dans quelle direction tu penses que ça va aller? Est-ce que dans tous les cas, tout le monde sera obligé justement de beaucoup produire, sinon il sera noyé dans l'univers de création? Ou là, au contraire, les gens ont de l'abondance et de la production et ils vont plutôt se diriger vers des créateurs un petit peu différents? Comment tu vois le truc? Ouais, je pense pas que les gens réagissent parce que c'est une drogue et en général, les gens qui sont addicts, ما كيعياوش من les drogues ديالهم. Par contre, je pense que effectivement la tendance est à le contenu radio tirksad, mais il y aura forcément certaines personnes qui vont rester du contenu long et qui vont avoir leur niche de personnes qui les suivent des contenus longs. Il y a des créateurs de contenu qui font des vidéos toiles ou mais ça marche encore. Mais c'est juste que la population globale, effectivement, je pense que Radio Prati enfin le watch time, le طول ديال les vidéos Radio Radio qui Enfin, c'est mon ressenti, ça là.
كتعطي بزاف ديال les conseils les gens qui te suivent qui te posent beaucoup de questions etc. هضرنا على le sujet ديال la responsabilité tout à l'heure qui est un sujet hyper intéressant. C'est vrai que je pense qu'il y a un moment où quand tu prends la responsabilité de ce que tu fais, ça change tout et de ce qui t'arrive. Il y a un autre sujet Anna, qui m'intéresse, c'est euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans tous les domaines, il y a un petit peu avec la culture comment dire, la culture du quick win. Et je crois que tu en as parlé, je t'ai vu un petit peu en parler parce qu'on a envie, il a بغينا نتعلموا شي حاجه بغينا نتعلموا بالزربه الا بغينا شي حاجه بغيناها بالزربه. Est-ce que tu vois de la culture du quick win lorsque tu parles à des jeunes? Comment tu les conseilles sur ce sujet? Ouais, je pense déjà, il n'y a que ça, صراحة. أنا بعدا اللي كنشوف. Mais c'est pas. En fait, c'est facile. C'est facile de pointer du doigt زعما les jeunes et de dire ah, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent plus travailler et tout. Mais il faut aussi peut-être remettre les choses dans leur contexte. Il y a moins en moins d'opportunités pour travailler, pour faire sa vie. Et je pense que les jeunes, ils en sont conscients parce que surtout avec Internet, ils arrivent à avoir un comparatif assez clair avec leurs conditions de vie, les conditions de vie d'autres personnes ou d'autres pays. Et ils se disent que أنا غنخدم باش نشد 100 درهم في النهار غادي نخدم من الصباح حتى الليل c'est pas une vie. Et donc dans ce contexte-là كيبان لهم بأنه la seule solution c'est la solution qui leur est donnée par هاد الناس هادو كي اجي نعلمك التأيدين ولا اجي نعلمك التقمار ولا اجي نعلمك هذا. Donc je pense effectivement c'est assez facile. C'est plus un symptôme صراحة زعما un mal en soi. Et بحال دابا هادو ديال التأيدين اللي المهم كنطلع عليهم وهذا. Même si tu enlèves هاد les formations وهذا ou même si disons on fait un truc radical, même si je suis pas pour méthode illégal وهذا, il y aura un autre truc qui va apparaître. Il y a un mal derrière qui est vécu par les jeunes qui voient qu'ils n'ont pas d'opportunité et qui ont le comparatif avec d'autres jeunes dans d'autres endroits et du coup qui vont chercher. Donc quand il y a un besoin, il y a un marché qui va se créer autour. C'est assez naturel. Tu vois, sur le sujet le trading, le e-commerce aussi, dont tu parles beaucoup, parce que c'est très à la mode et on en entend tout le temps parler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est. Ou tu as la tqmar, c'est la même chose. C'est des choses auxquelles tout le monde peut avoir accès, mais en réalité, contre-intuitivement, c'est peut-être les choses les plus difficiles. Parce que c'est des choses si tu prends le trading, si tu n'es pas un professionnel qui a X années d'expérience, qui a travaillé dans les bonnes banques, etc., tu vas jamais réussir à avoir des résultats, sachant qu'en plus, beaucoup de gens qui tradent ne réussissent pas à battre le marché. Et même, tu as des sociétés de gestion qui n'arrivent pas à battre le marché. Pareil, l'e-commerce, n'importe qui peut se lancer en e-commerce, mais en réalité, c'est très très difficile de réussir dans les domaines. Et j'ai l'impression que les sujets, c'est toujours la même chose. On peut y rentrer facilement, mais c'est très difficile. Bah, c'est en fait, moi, c'est un truc que j'avais déjà dit ça, c'est que en fait, il y a une barrière et la barrière, tu dois la passer. Donc, si elle n'est pas à l'entrée, elle est à la sortie ou à la profitabilité. Donc, si tu es médecin, la barrière, elle est à l'entrée. Là, tu vas faire 7 ans d'études et derrière, tu es quasi sûr que tu vas être bien payé et tout, mais parce que tu as déjà payé ton dû. Mais si tu veux faire du trading, il n'y a pas de barrière à l'entrée parce que tout le monde peut le faire, mais tu vas pas faire d'argent parce que justement, comme tout le monde peut le faire, il y a énormément de compétition, c'est hyper difficile. Et en général, les seuls domaines où en fait cette règle n'est pas vraie, c'est des trucs qui ne sont pas encore connus. Et quand c'est pas encore connu, par définition, c'est pas sur Internet. À partir du moment où ça commence à être sur Internet, c'est que c'est déjà trop tard et que forcément, c'est soit trop difficile, soit trop risqué. Et souvent c'est les deux. Donc, mais ça, c'est un truc que, en fait, beaucoup de gens ont vraiment du mal à comprendre. There is no free lunch. Il n'y a rien qui est gratuit. Et il a بغيتي تتعلم شي حاجة ودير فلوس, tu vas devoir payer واحد le prix من الوقت يا إما من الوقت يا إما من الفلوس يا إما بزاف ديال الحوايج. Et c'est pas parce que tu le payes pas في البداية que tu vas jamais le payer. Donc Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est peut-être que il y a des gens qui sont chanceux qui tombent sur des quick wins, mais c'est pas en suivant ce que tout le monde fait. C'est en suivant des choses naturellement qu'ils ont envie de faire Mathalan qui va les emmener à quelque chose de peut-être de nouveau par hasard ou là par chance.
et ils vont tomber sur un nouveau secteur ou là, un nouveau marché et ils vont réussir à peut-être gagner rapidement. Mais c'est pas parce qu'ils ont suivi quelqu'un ou la suivi la masse. Ouais, ouais, mais c'est naturel, c'est que حتى مثلا إلا شفتي هادشي ديال الإي-كوميرس هذا très probablement les personnes qui ont commencé au tout début quand personne ne faisait ça, ils ont dû se faire beaucoup d'argent. Il n'y avait pas de concurrence, c'était tout à fait nouveau, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de Shopify, même avant, même avec la Shopify. Donc ils ont dû faire pas mal de travail pour créer leur chemin et ça a payé et ils étaient les premiers. Mais d'abord, c'est assez saturé. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il y a le travail qui doit se faire. Il met une communauté ديالك اللي غتبيع ليها il met دير هذه تهضر مع les fournisseurs. Il y a pas mal de risques في هذه القضية هذه. Et c'est toujours comme ça. أنا بالنسبة لي زعما j'ai jamais vu un truc où tu peux réussir sans moi من غير peut-être إلا كنتي شفاض ولا شي حاجة. Mais même là le risque هو أنك تمشي للحبس donc Ouais. كتهضر بزاف ton contenu elle a l'entrepreneuriat et les gens qui se demandent واش نمشي all in, je me lance dans l'entrepreneuriat, est-ce que je fais ça en parallèle de mon travail? Qu'est-ce que tu conseilles en général sur ce sujet? Surtout que maintenant l'entrepreneuriat c'est tellement à la mode que tout le monde a envie de se ouais. lancer. Bah, je pense que, en tout cas, c'est bien de تسمع les entrepreneurs الناجحين, mais c'est aussi important de تسمع الفاشلين. Euh, bah, par expérience personnelle, c'est juste essentiel أنه يكون عندك واحد le, le plan B. Mais un plan B, ça veut pas forcément dire que tu vas arrêter quand ça devient difficile. Ça veut juste dire que tu sais que si rien ne marche et que tu essayes tout, il y a un truc que tu peux faire après. T'es pas dead. Euh, et donc, il y a pas mal de gens, par exemple, qui sont en CDI ou les HADEC, qui ils tentent leur chance. Et ça, je pense, c'est une bonne chose. Tu es encore jeune, tu as un peu d'expérience. Tu sais que si tu arrêtes pendant 1 ou 2 ans, tu peux revenir. Tu auras pris maximum 1 ou 2 ans de retard. C'est pas énorme dans le cours d'une vie. Et si ça marche, c'est un jackpot. Et tu as une idée en tête, tu sais que tu veux l'essayer. Ça, c'est très bien. Mais par contre, je vois des gens, ils sont encore en train d'étudier, le lycée ou la fac, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont aucune expérience professionnelle. Ils veulent tout arrêter parce que Mark Zuckerberg, je me Harvard, euh, bah là, je pense, ils vont droit dans le mur. Il y a un billet de survie énorme sur les gens qui ont quitté l'école pour faire des startups et pour lesquels ça a marché. Et donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que bah, rien ne va changer dans 1, 2 ou 3 ans quand tu auras un peu plus d'expérience dans la vie et que tu auras ton plan B en poche si tu essaies de faire exactement la même chose. Si le truc que tu essaies de faire, il est tellement time sensitive que tu dois le faire maintenant et prendre un risque énorme dans ta vie, c'est probablement que c'est pas une très bonne idée au départ. C'est intéressant ça allège parce que tu penses que ça veut dire que tu es en train de céder au FOMO, Exactement, t'es en c'est juste train une de, question de probablement tu forme. es en train de suivre une trend. Ta décision n'est pas rationnelle, tu penses que t'as pas, si tu peux même pas prendre le temps d'y réfléchir, de te préparer correctement, c'est que tu es en train de faire quelque chose d'un point, enfin, en partant d'un point de vue émotif plutôt que rationnel. Donc, probablement, c'est pas une bonne idée. Il y a une autre question qui revient beaucoup, c'est et qu'on te pose, je pense forcément, sur le choix de ce que tu fais. Est-ce que je vais aller dans une direction Ouais. où je suis bon? Est-ce que je dois aller dans la direction de ce que j'aime? Est-ce que c'est ma passion? Est-ce que Mm. l'effet health flows? Qu'est-ce que tu réponds à de la question qui est très courante? Ouais, ça je pense, que c'est la question c'est vraiment la question d'une vie. C'est- bah, déjà, encore une fois, j'essaie le plus souvent de pas répondre à la place des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui te posent des questions parce qu'ils cherchent un bouc émissaire au cas où ça marche Ou pas une validation, ou une exactement. validation. Il y a des personnes, tu leur parles, mais ils savent déjà ce qu'ils veulent et ils cherchent juste à ce que tu leur dises exactement c'est une bonne idée. Et puis il y a des personnes, tu leur parles, tu sais que ils savent que ce qu'ils vont faire c'est mal, mais ils cherchent quelqu'un. Enfin, c'est pas très rationnel, mais ils cherchent quelqu'un pour leur dire vas-y, comme ça. Au pire, ils se disent ah, mais telle personne, Atman, il a de l'expérience, il m'a dit que c'était bien. C'est que du coup. Et du coup, j'essaie vraiment de pas prendre cette responsabilité à la place des gens et, euh, et juste de dire ben, en fait, de toute façon, quoi que tu fasses, it's a trade-off. Il y a quelque chose que tu vas gagner, quelque chose que tu vas perdre en termes de choix. Et en fait,
le plus souvent, je pense, le plus souvent, par exemple, في القضية ديال une question qui m'arrive le plus souvent, c'est القضايا. جاتني une فرصة باش نمشي نقضي على بالدا في une école اللي مزيانة وهذا، ولكن ما بغيتش نخلي والديا وهذا. Bah, le plus souvent, ce qui arrive, c'est qu'en fait, la personne elle a juste peur de changer d'environnement. Elle est juste confortable dans son environnement. Voilà. Donc j'essaie de le dire, mais sans la pousser, juste de dire, par expérience, je sais qu'en général, les gens qui disent ça, c'est des personnes qui sont juste dans leur comfort zone et qui n'ont pas envie de changer d'environnement. Et du coup, ils se cherchent des excuses pour pas le faire. Ça ne veut pas dire que toi, tu es comme ça, mais juste garde ça en tête. Si tu penses que tu es en train de te chercher des excuses, c'est probablement que tu es en train de te chercher des excuses. Mais c'est vraiment le genre de réponse que j'essaie de donner avec beaucoup de nuances et tout. Parce qu'encore une fois, euh, je, personne ne doit faire tes choix à ta place. Ça, c'est un truc, par exemple, moi, typiquement, et j'essaie aussi de donner ma propre expérience pour dire aux gens, bah, en fait, on fait tous des erreurs. Bah, quand tu parlais du mec qui m'a dit, ouais, vas-y, fais pas finance et tout, bah là, typiquement, j'ai laissé quelqu'un faire le choix à ma place. Ce que j'aurais dû faire, c'est demander à 10 autres personnes, voire vraiment aller demander à quelqu'un de suivre une journée de sa vie dans la finance pour voir comment ça se passe, me poser, réfléchir concrètement à ce que ça représente de passer 4 ans à faire une thèse et tout, et ensuite prendre la décision. Moi, j'ai pas fait parce que j'étais jeune et que voilà, et que la personne, c'était quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience et tout. Mais même dans ce cas-là, j'aurais pas dû laisser quelqu'un faire le choix à ma place. Donc moi, je me permets pas de faire le choix à la place des gens. Et toi, d'un point de vue personnel, comment tu as trouvé ta réponse à la question? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant tu arrives un petit peu à comprendre ce qui est important pour toi? Bah, ouais, je pense que c'est une quête continue et ça change. Bah, déjà, ce qui est important pour toi, ça change plus tu grandis. C'est moi la famille. Là, j'ai un enfant, donc avoir un enfant, c'est la chose la plus importante. Alors que bon, il y a 2 ans, ça l'était pas parce qu'il n'était pas encore né. Euh, mais je pense que, par contre, ce qui a changé, c'est que je suis plus, comme j'ai beaucoup plus d'expérience, euh, je suis plus capable de savoir si je suis dans une bonne situation ou pas. C'est-à-dire que, euh, en fait, par exemple, quand j'étais en thèse, j'aurais pu arrêter, j'ai pas arrêté, bon, notamment à cause de l'esprit de compétition, mais aussi parce que je me disais, en fait, si ça se trouve, tous les gens qui travaillent, ils sont comme ça. Juste, ils aiment pas trop leur truc, mais ils le font. Il faut arrêter d'être, et je me disais, like, stop being a bitch. Tu vas, tu travailles, même si t'aimes pas trop, bah voilà, tu vis ta vie, c'est pas la fin du monde. هذه هي الخدمة. Mais, j'avais aucun point de comparaison pour me dire, en fait, non, je peux faire un travail que j'aime bien, qui me plaît, qui est aussi stressant et qui a aussi ses hauts et ses bas, mais où je sens que je suis plus épanoui. Mais comme je n'ai jamais été à notre travail, bah, pour moi, c'était le seul point de comparaison, donc je me convainquais que c'était la seule chose. Donc je pense que le truc important, c'est vraiment d'essayer plein de choses, mais aussi de les essayer de façon intelligente. Donc de ne pas prendre des risques où si ça ne marche pas, tu es mort, exact, comme ce que j'ai dit. Mais par contre, je pense que c'est vraiment important d'essayer de plein de choses. Et comme disait un mec qui s'appelle Ray Dalio, c'est don't settle. Si vraiment tu sens que ta vie est pourrie et que tu peux faire mieux, c'est probablement que tu peux faire mieux si tu t'en donnes les moyens. Euh, le plus souvent, les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire et à quel point ils peuvent améliorer leur vie par rapport aux gens qui surestiment. Et il y a certaines personnes qui surestiment et sont jamais contentes et tout, mais on parle en termes de moyenne, je pense que c'est dans l'autre sens. Hmm. Comment tu apprends? Qu'est-ce que tu aimes sur des nouveaux sujets? Très souvent, ça commence vraiment par juste lire. euh, donc, j'ai- je sais qu'on dit il faut apprendre par la pratique et tout, et donc ce que j'essaie, c'est. Mais par contre, au tout début, j'essaie vraiment de juste lire sur le sujet. Je sais par exemple quand j'ai appris un nouveau langage de programmation et tout. Pour le travail, j'avais appris un nouveau langage de programmation. Je passais vraiment les quelques premiers jours à juste lire la doc, essayer de comprendre un peu les spécificités. Mais une fois que j'ai un peu une vision juste globale du sujet, bah, j'essaie de pratiquer au maximum. Et, euh, et donc juste je me mets. En fait, quand le but est clair, c'est assez facile. Par exemple, si tu dois apprendre un langage de programmation, tu peux juste te mettre dans l'idée, je sais coder ce truc, ou je sais comment doit se coder ce truc, Dans un autre simple, langage? et Hmm. maintenant j'essaie de le faire exactement dans ce langage. Et je vais faire plein d'erreurs, et je vais demander à l'IA de corriger et tout, et je vais apprendre au fur et à mesure. Euh, pour moi, le plus souvent, c'est comme ça. En maths, c'était aussi un peu comme ça, donc j'essaie de
Lire des cours, ensuite commencer à dire j'essaie de résoudre ce problème, ou là j'essaie de lire ce théorème, ensuite j'essaie de le prouver tout seul sans lire la solution. Euh, mais je pense que, en général, je sais pas, je sais que c'est pas ton cas, mais j'ai aussi cette question, et je pense que beaucoup de gens posent la question parce qu'ils pensent qu'il y a une méthode secrète qui fait que tu peux apprendre plus rapidement que les autres et tout. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste que la méthode secrète, c'est juste passer 3 fois plus de temps que ce que tu penses que j'ai passé sur le truc. Euh, L'intuition, même l'intuition, si j'ai de l'intuition en proba ou en maths et tout, c'est juste que j'ai passé des milliers d'heures à faire ça, ça n'a rien à voir. Alors, ouais, peut-être il y a forcément un tout petit peu de, de dents au début, ou de penchant, de facilité au début et tout, mais tout s'efface avec du travail. Et donc, je pense que non, la grosse erreur que font les gens, c'est juste de sous-estimer le temps de travail qu'ont passé les gens qui voient comme ayant réussi dans quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as changé d'avis récemment? Bah, ouais, pas mal de choses. Je change tout le temps d'avis. Non, non, je change de moins en moins d'avis, ce qui est naturel. Plus on grandit, plus on est fixé. Mais j'ai changé d'avis. Déjà, je pense que j'ai pas mal changé. Sur les quelques dernières années, j'ai pas mal changé de bord politique, on va dire. Un peu plus. J'étais vraiment très très à gauche quand j'étais plus jeune. Je suis un peu plus au centre, et je pense que c'est comme ça. On dit que quand on est jeune, si on n'est pas de gauche, c'est qu'on n'a pas de cœur, et quand on est grand, si on n'est pas de droite, c'est qu'on n'a pas de cerveau. Donc, T'es c'est, arrivé au milieu d'abord, c'est ça que je tu suis dis? en milieu, j'ai un peu de cœur et un peu de cerveau. Euh, mais je suis quand même assez de gauche, je pense. Et aussi, un truc sur lequel j'ai pas mal changé d'avis, c'est justement pour le passion. Je sais pas si tu connais, il y a une expression qui dit passion is bullshit. En gros, you don't have to follow your passion. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut le faire parce que ça rapporte, parce que tu es bon, et ensuite ça deviendra ta passion. Et le fait de dire ma passion c'est X et je vais faire X, même quand X, tu sais que tu as zéro chance d'y arriver, c'est une mauvaise chose. J'ai pas mal changé d'avis sur ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que avant, quand j'étais en thèse, j'étais assistant teacher, donc je donnais des cours à des gens de fac et tout, en tant qu'assistant. Et en fait, on voyait énormément d'étudiants qui commençaient l'année et après disaient en fait les maths c'est pas ma passion, moi j'ai envie de faire de la physique, et après ils changent, et donc du coup ils ont perdu une année, et ensuite il y en a d'autres, ils viennent vers les maths d'une autre filière, et parfois tu as des étudiants qui changent deux trois fois. En fait ils ont perdu genre deux trois ans juste parce que ils sont en train de chercher leur passion. Et en fait ça c'est principalement parce que les gens ils ont une dès que ça commence à devenir difficile, ils se disent c'est pas ma passion. Dès qu'on commence à avoir des problèmes, ils se disent ah ça c'est pas ma passion, j'ai envie de passer à autre chose. Et du coup, je disais, avant, j'arrêtais pas de dire aux gens, il n'y a pas de passion, tu fais le truc que tu as envie de faire, que tu dois faire, et oublie ta passion, oublie tout ça, et juste bosse. Et en fait, là, je mets un peu une astérix à ça dernièrement, c'est que je pense qu'il y a quand même des choses qu'on aime faire plus que d'autres, et, c'est vraiment un juste milieu. C'est quoi qu'on fasse, il y aura des jours avec et des jours sans, et, euh, et quoi qu'on fasse, on va pouvoir aimer parfois nos journées, mais vraiment c'est un sentiment global. Si en général tu sens que ce que tu es en train de faire, ça ne t'inspire Hmm. pas et tout, tu peux te dire c'est pas ma passion. Et il faut juste pas se dire c'est pas ma passion à partir d'une journée spécifique Dès que c'est ou d'un difficile. moment Hmm. exactement. Et donc ça c'est vraiment un truc sur lequel j'essaie un peu de nuancer un peu plus. Moi, Ouais. je pense que les questions globales, il y a toujours une réponse personnelle et très nuancée. Exactement, ouais. Et je suis assez d'accord avec toi. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu le feras toujours d'une manière plus naturelle, tu le feras plus longtemps et donc probablement mieux. Mm. Euh, mais tu es Ouais, ouais. obligé de faire les choses assez longtemps pour Et même découvrir les choses. exactement. Et même dans ce que tu aimes, genre, euh, le travail, en général, la vie, c'est pas des monolithes. Dans ce que tu aimes, il y a forcément des choses que tu aimes pas. Et
c'est ton job, par exemple, si c'est ton job ou si tu fais un sport, ou si tu as, et c'est un truc où tu fais plein de choses. Par exemple, toi, tu fais un podcast, tu dois le préparer, faire la recherche sur les guests, discuter avec eux, discuter avec les menteurs. Et forcément, il y a dans ces trucs-là des choses que tu aimes bien, des choses que tu aimes un peu moins. Et donc, tu essaies d'avoir ton impression globale. Est-ce que la mission de ce que tu fais t'inspire? Est-ce que au jour le jour, tu es content de te réveiller le matin et de faire ce que tu fais? Mais tu vas pas dire que parce que un jour il y a quelqu'un qui a perdu les rushs d'un podcast, que tu détestes ce que tu fais et que c'est la fin du monde, tu vois. Et Complètement. je pense que c'est vraiment ça. Hmm. Comment tu t'organises entre ton travail, la création de contenu et tout ce que tu fais d'autre? Ma... Moi, c'est pour ça aussi que je fais pas beaucoup de création de contenu. Et c'est aussi des formats qui sont un peu lazy, on va dire, où juste je filme face caméra. Mais c'est parce que je travaille beaucoup. Euh, donc, comme j'ai dit, en général, c'est 11 12 heures par jour de travail. Et de travail, genre travail au job. Et ensuite, ben, ce que j'essaie de faire, c'est juste de préparer donc soit des questions qu'on me pose, soit des sujets qui m'intéressent, et de tout filmer pendant le week-end. Donc pour le podcast, je fais dans un studio, je filme pendant le week-end, les reels et tout, j'essaie de tout filmer pendant le week-end. Et ensuite, après, j'envoie à mon éditeur. Et comme ça, du coup, j'ai des trucs pour toute la semaine. Parce qu'en semaine, je sais que c'est vraiment difficile de filmer et tout. Donc, juste le soir, j'essaie de prendre des notes, d'écrire De ce que choses je qui vais faire. Et, t'intéressent. ouais, exactement. Et ensuite, j'utilise le week-end pour filmer et tout. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as un avis qui est contrarian, qui est très différent de la pensée majoritaire? Alors, ça dépend de quelle majorité. Si on parle de la majorité marocaine, je pense que oui. Si on parle de la majorité française, oui aussi. Mais c'est pas les mêmes sujets. Euh, mais avant, quand j'étais plus petit, je shareais tout. Et même des sujets qui, pour moi, étaient importants, mais je pense qu'ils, pour beaucoup de gens dans la société, renvoient une mauvaise image. Et aussi, peut-être aussi, la société n'était pas prête à ne serait-ce qu'accepter un débat dessus. Mais là, du coup, j'essaie d'être un peu plus positif. Je parle de sujets qui m'intéressent et tout. Et même quand c'est un sujet qui est contrarian, j'essaie d'attendre que les esprits soient assez ouverts pour qu'on puisse en discuter. Euh, mais, par exemple, je pense que le sujet le plus contrarian que j'ai, moi, et qui, dans la population générale marocaine et tout le monde est un peu contre, c'est l'idée qui, pour moi, on devrait avoir les mêmes contraintes pour faire des enfants que pour adopter. En gros, quand tu vas adopter, on te dit tu dois avoir un minimum de ressources, tu dois être capable d'apporter une vie saine à cet enfant que tu vas adopter. Mais par contre, si tu veux faire un enfant, tu as besoin de rien. Juste, tu fais un enfant. Et pour moi, ça n'a pas de sens parce que, en fait, c'est pire. L'enfant que tu vas adopter, il est déjà là, il est déjà en souffrance très souvent. Euh, je parle d'enfants qui sont dans des foyers d'accueil et tout. Je parle pas des gens qui vont prendre des enfants à l'autre bout du monde. Ça, je suis aussi pas très pour ça, arracher à leur famille à l'autre bout du monde et tout. Mais si tu vas prendre un enfant dans une famille d'accueil parce que ses parents ont un accident, parce qu'ils n'en voulaient pas, cet enfant est déjà en souffrance. Et donc, on demande à ces gens-là de vraiment vérifier des contraintes qui ne sont pas des contraintes énormes, mais qui sont des contraintes qui assurent un minimum à cet enfant-là. Et par contre, pour faire des enfants, juste, on laisse les gens faire des enfants. Et a posteriori, quand cet enfant-là naît et qu'il a des problèmes, on va et on envoie des services sociaux pour enlever cet enfant-là à cette famille et le placer en famille d'accueil. Alors que dans une énorme partie des cas, on aurait pu prédire que ces problèmes allaient arriver. Quand il n'y a pas les minimums de vie, quand ses parents n'arrivent même pas à se soutenir eux-mêmes, quand ils n'ont pas de travail, quand ils sont addicts ou qu'ils se droguent ou un truc comme ça, tu peux t'attendre à ce que l'enfant il va pas naître dans une famille. Quand il y a des antécédents de violence conjugale répétées et tout, enfin, il y a une très forte chance. Alors est-ce que tu as envie de prendre le risque de mettre au monde un enfant qui a 90% ou 80% de chance d'être dans une famille où il va être maltraité? Ou est-ce que tu as envie de dire à cette famille, ben, réglez vos problèmes, faites en sorte que votre enfant
enfin, soit accueilli comme il se doit. Et ensuite, le truc, c'est que, juste pour finir sur ça, souvent, le point que les gens abordent, c'est comment tu enforces ça. Et honnêtement, je pense que si tu enforces ça juste avec des fines, donc juste en mettant des amendes aux gens, ça règle genre 90% du problème. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de gens qui ne feraient pas d'enfants si tu leur mettais une amende en mode arrête de te droguer ou tu vas te prendre une amende si tu mets un enfant, bah, il va se dire en fait j'ai pas envie d'arrêter de me droguer, j'ai pas envie de me prendre une amende, donc du coup je fais pas d'enfant. C'est un peu, Très je intéressant, caricature. ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà. Je Mais suis c'est désolé, je vrai que caricature un peu, c'est un sujet c'est un important, sujet compliqué. La question que tu poses, Diel, la différence avec l'adoption, elle est très intéressante parce que c'est vrai que dans ce cas-là, il y a beaucoup de critères. Mais si c'est pas de l'adoption, il y en a aucun. C'est très intéressant. Euh, ouais. C'est parce qu'on considère que la personne, le droit à la reproduction est un droit sacré, et c'est pour des raisons historiques, notamment à cause de... Je suis désolé, je prends juste 2 minutes pour finir ça. Tout ce qui est eugénisme, nazisme et tout, il y a eu pas mal de personnes, il y a eu pas mal de périodes très sombres de l'histoire où on a dit aux gens, vous pouvez pas avoir d'enfants parce que vous êtes trop débile, vous pouvez pas avoir d'enfants parce que vous êtes né de cette... Et donc du coup, il y a un traumatisme global chez tous les gens où on veut plus toucher à tout ce qui touche à ça, mais derrière, en fait, c'est des enfants qui en paient le prix et qui, eux, n'ont personne pour les protéger. Et donc, pour protéger on va dire la bienséance des gens et le droit des parents à avoir des enfants, bah, on bafoue le droit des enfants à une vie, à une vie respectable, on va dire. mais Donc, ouais, c'est intéressant. voilà. Est-ce qu'il y a un Voilà, livre voilà. que tu nous conseilles qui t'a marqué, ou là un film, là n'importe quoi qui t'a beaucoup marqué et qui a, je sais pas, changé ta manière de réfléchir, ou là que tu as aimé, tout simplement. Oh, euh, un livre, bon, je vais pas dire, je vais pas dire, je vais pas dire de livre de stoïcisme, mais du coup, non, moi j'avais lu les essais de Montaigne et ça m'avait beaucoup marqué, mais Mais ça, avec non? des explications. Ouais. C'est difficile, donc c'était avec des explications de ce qu'il racontait. Je trouve que c'était assez intéressant. Les livres, ça dépend aussi, comme tu disais avant, ça dépend de la période où tu le lis. Donc moi, la période où je lis, ça avait un impact sur moi. Peut-être que si je le lisais maintenant, je trouverais ça moins intéressant. Donc, voilà. Et pour lire sur le stoïcisme, tu conseilles quel livre? Euh, je pense que le plus simple, c'est Lettres à un stoïque. Letters to a Stoic. C'est des lettres, donc c'est vraiment des idées qui viennent l'une après l'autre. Et c'est aussi, encore une fois, moi, tous ces livres-là, un peu anciens, je conseille de les lire. Il y a no shame à les lire avec des explications. Il y a plein d'éditions, parce que juste c'est des langages anciens, des idées anciennes et tout. Donc voilà. Et, ouais. Et pour les films, film que j'ai beaucoup aimé, marqué. Bah, les films qui m'a marqué, énormément marqué, il y a Grave of the Fireflies, qui est un film d'animation, Le tombeau des Lucioles. J'ai pas Le le tombeau tombeau des des Lucioles. Lucioles, ouais, excellent, excellent. Je sais, vraiment, surtout dans le contexte actuel, je pense que bon, c'est encore plus impactant. Après, bon, là j'ai rien qui me vient à l'esprit, honnêtement. Je regarde vraiment beaucoup de films, beaucoup de séries, mais c'est plus par entertainment, je dirais. Ouais, excellent. Bah, Atman, merci beaucoup. Merci. C'était un Super. plaisir, Khoya, de discuter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci énormément pour l'invitation. Merci d'avoir mené la discussion dans des champs intéressants. Et bon, j'ai hâte de voir la vidéo publiée. Moi aussi. Merci. Merci, Atman. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.